Peiken est un bon à rien, un perdant qui survit grâce à des boulots ingrats et mal payés. Juste après l'université, il a bossé comme un forçat dans plusieurs boîtes. Aujourd'hui, il a croisé tous les types de patrons minables et a subi les politiques de bureau impitoyables que des gens sans emploi ni éducation comme vous ne connaîtront jamais. Il est en route pour son travail actuel et attrape le train de justesse en se faufilant. Quand il arrive à l'entreprise, il ne reste que 5 secondes avant le pointage. Il court à la vitesse de l'éclair et se pointe juste à temps avant de s'étaler de tout son long comme un idiot. Midi sonne et Kian est confronté à son défi quotidien. Décider quoi commander pour le déjeuner, son mois financièrement précaire s'enflamme en voyant les réductions et il commande les options les moins chères qu'il puisse dénicher. Après le déjeuner, il commence à jouer car il reste encore un peu de temps avant la fin de la pause. Toute son excitation s'éteint lorsqu'il aperçoit le reflet de son salaud de patron sur sa tasse de café. Il bascule instantanément sur son travail de bureau comme on change d'onglet de truc PG-18 quand nos parents nous surprennent. Montrer un mème aléatoire d'une personne surprise en train de regarder quelque chose sur l'ordinateur. Le patron le surplombe comme un démon une seconde puis s'éloigne en le voyant travailler. Chen retourne instantanément à l'onglet de jeu mais le patron revient. Il repasse à l'onglet de travail puis revient quand le patron s'en va. Il continue ce petit jeu jusqu'à la fin de la pause et Chen s'effondre sur sa table d'épuisement. Quand l'horloge sonne enfin 18h, il attrape son sac à dos espérant s'échapper du bureau et prend même une pause ridicule, comme un super-héros prêt à sauver quelqu'un des monstres. Mais la réalité le frappe quand son gros patron apparaît devant lui. Le patron lui demande s'il a fini les diapositives de présentation et Chen s'interroge sur la nécessité de les terminer aujourd'hui alors que la date limite est mercredi. Le vieux schnock contre-attaque. Pourquoi ne peut-il pas le donner à l'avance ? Et Chen se transforme en un Sigma effronté. Montrer un même Sigma d'un gars torse nu, ce qui est très inhabituel pour lui, et il répond à son patron pour la première fois de sa vie. Montrer le même du sourire d'Anya de la famille Spix quand Chen sourit. Tout le bureau prend une expression de Pikachu choqué. Montrer le même pendant que Chen continue de répliquer aux commentaires de son patron. Le fossile obèse menace de le virer, mais Chen s'en va nonchalamment. Sur le chemin du retour, il fait un clin d'œil à une jolie fille et tout le bureau s'emballe pour lui. Mais bien sûr, tout cela n'était que son délire absurde et sa vraie version est un paillasson qui agit comme un oméga soumis avec tout le monde autour de lui. Il cède à l'ordre de son patron et se rassoit sur sa chaise comme un chat mouillé. Il travaille même après le départ de tous et environ 2 heures plus tard, il reçoit un lien louche de son ami qui dit « tout ou rien ». Son téléphone lui échappe accidentellement des mains et tombe dans la poubelle à côté de sa table. L'écran du téléphone se met à briller et soudain, une voix méconnaissable annonce que le système de conversion de fortune sera bientôt activé. De nulle part, le téléphone éjecte une vague de papier doré qui, engloutissant, et le pousse dans la poubelle comme le déchet qu'il est. Quand Kian ouvre les yeux, il est accueilli par un ami de l'université dans son dortoir, ses amis quittent la pièce et Kian réalise enfin qu'il est revenu à sa première année d'université pour une raison inconnue. Il s'effondre en cherchant des moyens de retrouver sa ligne temporelle, mais il comprend qu'il peut saisir cette opportunité pour changer sa vie d'esclave d'entreprise. À ce moment-là, un écran virtuel apparaît devant lui et annonce que le système de conversion de fortune se lie à son hôte. Un étrange robot ressemblant à une télévision apparaît à l'écran et se transforme d'une manière ou d'une autre en un humain avec une tête de télé. Il se présente comme le système de conversion de fortune surnommé Richest. Richest explique que ce système fournira à Kian un fonds de démarrage pour l'aider à devenir riche. Les yeux de Chien se mettent à briller en entendant parler d'argent et il se met à nager dans l'océan d'Eilulu à l'idée de devenir riche, insérer une vidéo d'un rappeur avec de l'argent. Mais le bot le ramène à sa cruelle réalité en lui disant de lire d'abord la règle de conversion. Il explique qu'à intervalles réguliers, le système fournira à son hôte un certain montant de fonds et ces fonds ne pourront être utilisés que pour les opérations standards de l'entreprise. Après un délai stipulé, les profits et pertes du fonds seront convertis selon un taux fixe pour les actifs personnels de l'hôte qu'il pourra utiliser librement. Pour motiver l'hôte à travailler, il ne peut pas se payer avec le compte de l'entreprise. Actuellement, 50 000 wen constituent le fonds de démarrage de Chen. Il se réjouit énormément pensant qu'il sera riche dans un avenir proche. Richest génère un taux de conversion aléatoire des profits et pertes. Le taux de perte s'avère être de 100,1 et le taux de profit de 1,1, ce qui signifie que générer des pertes serait bien plus avantageux pour le gain personnel de Tian. Il se met à danser comme un bouffon en voyant les résultats, car perdre de l'argent est bien plus facile que d'en gagner. Il pense à ce qu'il pourrait faire avec le fonds de démarrage et Richest lui assène une liste de règles interdites qui s'étend plus longtemps que les délires de Chen.
Il réalise qu'il ne peut pas tricher pour s'en sortir et qu'il devra légitimement trouver une entreprise qui va à la perte. Après quelques recherches avec la technologie ultra rapide de cette nouvelle ligne temporelle, il décide de monter une entreprise de jeux vidéo minable, car gagner de l'argent dans cette industrie est difficile, et il est déjà développeur de jeux, donc il peut gérer une entreprise sans générer de profit. Il trouve le nom le plus ringard qui soit et demande à Richest de l'enregistrer comme entreprise. Richest enregistre rapidement la société et menace Chen de ne jamais laisser quiconque deviner l'existence du système de conversion de fortune avant de disparaître. Un compte à rebours apparaît à l'écran de seulement 14 jours, ce qui signifie que Chen a 14 jours pour développer un jeu. Toute son excitation d'avance s'envole car pour un perdant écervelé comme lui, développer un jeu en 2 semaines est presque impossible. Juste à ce moment-là, son colocataire revient dans la pièce et Chien lui demande, hésitant, si développer un jeu en 2 semaines est faisable. L'ami répond que c'est un jeu d'enfant et lui présente une nouvelle plateforme appelée Ezro qui permet de développer des jeux sans coder et d'utiliser des modèles pour plus de facilité. Thion quitte la pièce aussitôt et se rend à la bibliothèque pour commencer à travailler sur le jeu. Après quelques recherches, il discerne que cette plateforme est très limitée et qu'un bon jeu ne peut pas y être créé. Mais créer un jeu minable serait un jeu d'enfant, sans compter que les modèles sont aussi chers que l'enfer. Il achète un simple modèle de simulateur de conduite d'une valeur de 20 000 wen et utilise l'argent restant pour acheter d'autres éléments afin de compléter le jeu. Ezro, la plateforme sur laquelle il travaille, possède sa propre IA intégrée, ce qui l'aide à incorporer quelques fonctionnalités spéciales. Mais dans l'ensemble, c'est toujours un jeu de merde qui fera s'arracher les cheveux à n'importe quel joueur. Il fixe le prix du jeu à 1 yuan et le publie dans l'espoir de créer le jeu le plus raté de tous les temps. Dans l'univers original, Qian est porté disparu, sa chaussure abandonnée et son téléphone dans cette poubelle. Le patron dégoûtant s'effondre, se demandant où le gars peut bien être. Qian passe toute la nuit à vérifier si quelqu'un a téléchargé son jeu. Heureusement pour lui, même les incels perdants qui passent la journée à jouer n'y ont pas prêté attention. Insérer un mème de GamerGrow avec une balle de pistolet. Il célèbre silencieusement la première étape de sa vie, car sa vie réelle a toujours été dans le caniveau. Son ami et colocataire Mayang entre dans la pièce et lui tend de la nourriture qu'il a apportée de la cantine. Chen mange la délicieuse nourriture et d'autres clochards entrent dans sa chambre, transformant la pièce en un repère de seigneur de la sueur puant et privé de sommeil. Ils décident bien tous de jouer à un jeu et invitent Pilam Chen à jouer avec eux aussi, mais notre seigneur Alpha refuse car il a la tête dans les nuages et tout ce à quoi il pense ces jours-ci, c'est faire de l'argent. Mayang finit sa nourriture en hâte et demande aux étudiants des chambres voisines de se connecter aussi. Les clochards malodorants s'installent et commencent à jouer. Mayang a fini son repas rapidement pour rien car il joue aussi mal qu'une fille jouant à un jeu pour la première fois pour impressionner son petit ami gamer. Tout le monde dans la pièce s'acharne sur le jeu comme si leur loyer était dû. Mayang finit par perdre lamentablement et tout le monde se moque de lui pour être un noob. Même des Simpsons où tout le monde se moque de toi, Chien lui avec leur bruit. Chien répond non, ferme les yeux et entre en mode nostalgie. Ce bruit lui avait manqué car dans sa vie d'origine, il était tombé en dépression après l'obtention de son diplôme. Malgré l'achat de tous les jeux qu'il n'avait pas pu avoir auparavant, il n'avait ni le temps ni l'énergie pour jouer car tout ce qu'il voulait, c'était 6 écailles pour échapper à cette vie d'entreprise merdique. Mais maintenant, tout est différent et Shin a maîtrisé un nouvel art de la déraison, qui l'aide à rêver de devenir riche tout le temps. Il commence déjà à se demander ce qu'il fera avec les 50 000 quand il est censé gagner. Il décide d'abord d'acheter un bon ordinateur, puis de dépenser le reste de l'argent pour draguer des bombes. Montrer des scènes appropriées correspondant au script ici. Cependant, sa fanfiction mentale est menacée par l'introduction d'un gros sugar baby. Qu'il soit réellement un sugar baby dépasse nos connaissances, mais il a obtenu ce titre suprême parce qu'il appelle ses abonnés Bilabili des Sugar Daddies. C'est un créateur de contenu sur Bilibili, qui est en gros le YouTube chinois et son émission la plus populaire est Bad Game Roast, où il critique les mauvais jeux. Cependant, il est toujours un clochard fauché car critiquer de mauvais jeux ne rend pas riche. En cherchant de nouveaux jeux à démolir, il tombe sur le jeu de Qian de catégorie poubelle. L'introduction semble intéressante, alors il clique sur le jeu, ce qui le mène directement à l'écran de jeu, sans aucun menu ni page de démarrage. Il trouve ça un peu amusant au début, mais son amusement dure à peine quelques minutes car il commence à mourir pour des raisons stupides. Mais sa maman ne l'a pas élevé pour qu'il abandonne, alors il passe des heures sur le jeu, mourant encore et encore. Le jeu l'énerve tellement qu'il veut étrangler le créateur, même d'Itachi étranglant Sasuke, mais il est aussi étrangement addictif. Après quelques heures à Sifda à s'énerver, il décide d'abandonner, mais l'écran du jeu affiche une note l'incitant à continuer en l'appâtant, avec une récompense qu'il obtiendra à la fin du jeu. Il est de nouveau motivé à jouer au jeu et cette fois, il s'y met sérieusement. L'homme commence à vivre une crise existentielle en jouant à ce jeu dénué de sens.
Après avoir consacré 8 heures de sa vie à cette poubelle, il gagne enfin. Au moment où il pense enfin obtenir une sorte de récompense, l'écran du jeu indique qu'il a réussi à gaspiller des heures sur ce jeu inutile et dénué de sens. Le gros youtubeur pense à se jeter du 20e étage car il n'y a aucune chance qu'il ait travaillé si dur pour une arnaque aussi minable. Montrez le mème de Game of Thrones de Shotaman sautant de sa fenêtre. Après 2,3 jours, alors que Chien est assis en classe, il convoque Richest pour consulter ses statistiques actuelles. Il a l'idée que le jeu a été téléchargé quelques fois, mais il croit que rien de tout cela ne changera quoi que ce soit. Il est dans son monde imaginaire quand Richest lui dit qu'Ezro paie sur une base hebdomadaire, donc les statistiques ne sont pas encore vraiment mises à jour. Juste à ce moment-là, il entend 2 camarades de classe parler d'un jeu agaçant qui est récemment devenu viral grâce à un youtubeur. La description lui semble étrangement familière et Chan commence à s'inquiéter s'il parle de son jeu poubelle qu'il pensait obtenir au maximum 10 téléchargements de la part de perdants en manque d'affection. Il s'élance hors de la classe comme A-Trend, montré A-Trend de The Boys vers sa chambre et ouvre son ordinateur portable pour vérifier le statut du jeu. À présent, il a été téléchargé 8000 fois et il lui reste encore 10 jours avant la prochaine date de clôture. Il voit les commentaires parler d'avoir découvert ce jeu grâce à Monsieur Kiao qui n'est autre que notre créateur de contenu, Sugar Baby. Assez drôle, Mayang regarde la même vidéo de Monsieur Chao qui a rendu le jeu viral. Chen se déplace vers l'ordinateur portable de Mayang et regarde la vidéo. Monsieur Chao raconte comment il a passé 8 heures à terminer un jeu sans valeur et il qualifie le jeu de pire jeu de conduite de l'histoire. Mayang commente qu'il n'a jamais vu Monsieur Chao aussi agité auparavant et à cause de cela, cette vidéo a plus de vues que toutes ses autres vidéos. Il suggère de jouer au jeu car il semble à la fois ennuyeux et intéressant, sans savoir que l'esprit de Qian est en pleine spirale pendant qu'il parle. Qian refuse l'offre et commence à réfléchir à des moyens de persuader les gens d'arrêter le jeu. Son cerveau de la taille d'une cacahuète lui vient l'idée d'écrire une description, de s'excuser et de demander aux gens de se faire rembourser. Cependant, personne ne prend la description au sérieux et ils commencent plutôt à le consoler d'avoir créé un mauvais jeu. 2 à 3 jours passent et Qian commence à ressembler à un cadavre. À présent, Yang a aussi joué au jeu et cela lui donne envie de faire un chidori au créateur du jeu. Il mentionne à Qian à quel point le jeu est exaspérant et lui demande s'il a essayé le jeu. Qian a l'air mort de l'intérieur et sans regarder son ami, il révèle que ce jeu n'était pas censé être joué par qui que ce soit, mais le destin joue avec lui, c'est pourquoi cette poubelle est devenue célèbre. Il est conscient que s'il gagne 1000 wen grâce au jeu, il n'obtiendra que 10 yuan pour lui-même. Ce ratio profit-perte est foutu. Pendant ce temps, une secrétaire négligée donne au PDG d'une entreprise les données mensuelles sur les téléchargements sur la plateforme d'Ezro. Elle explique comment ils ont acquis 15 entreprises ce mois-ci. L'une est un développeur indépendant, mais sa société Tengda Technology est trop petite à son goût. Le PDG est un peu surpris de voir le nombre de téléchargements du tout premier jeu du développeur. La secrétaire tente de faire prendre des risques au PDG en l'informant que le jeu ne coûte que 1 yuan. Donc même s'ils acquièrent de cette entreprise, ils ne feront pas beaucoup de profits. Le PDG répond qu'il ne se soucie pas des profits. Tout ce qu'il veut, c'est créer un monopole. Il lui ordonne de garder un œil attentif sur l'entreprise, mais la fille se plaint seulement qu'il se trompe de nom en réponse. Fatigué de ses manigances exaspérantes, il la licencie sur le champ démontrant ses véritables capacités de Sigma, montrer un même Sigma. À la date de clôture, il tente le tout pour le tout une dernière fois, espérant pouvoir d'une manière ou d'une autre subir une perte, mais il ne trouve rien sur internet. Il finit avec 70 000 téléchargements, ce qui ne lui rapporte que 700 wen pour son usage personnel. Son rêve de devenir ultra riche en ne faisant rien et en se prélassant a été brisé par un coup de poing de Saitama, montré un mème de Saitama frappant, sans compter qu'il reçoit un fonds supplémentaire de 300 000 ajoutés au compte de l'entreprise pour le prochain tour, ce qui signifie en gros qu'il doit maintenant perdre plus de 300 000 pour gagner de l'argent pour lui-même. Richesse lui donne un délai de 30 jours pour le prochain tour et disparaît. Chen tombe à genoux comme une demoiselle en détresse, repensant à ses choix de vie. Il a travaillé si dur et n'a gagné que 700 wan. Tout ce qu'il veut, c'est devenir une personne heureuse et inutile qui obtient tout le succès sans effort. Il est inutile même maintenant, mais il n'est pas heureux. Il doit trouver un moyen de perdre tous les 300 000 cette fois. Mayang regarde d'en haut du lit superposé et demande à Chen de jouer avec lui. Gien fait une grimace en retour, ce qui fait penser à Yang que le gars a des problèmes relationnels. Sans savoir que le gars est toujours aussi célibataire, il cède finalement car se stresser pour cette histoire de profit perdu ne le mènera nulle part. Tous ses colocataires bondissent de leur couverture en entendant que Qian va jouer. Hélas, leur équipe perd quand même malgré que Qian ait montré ses compétences de jeu extraordinaires. Et le responsable de la défaite n'est autre que Monsieur l'inutile Mayang.
Tout le groupe s'acharne sur le gars parce qu'il joue comme une merde et les fait perdre à chaque fois. Mayang appelle Pei Chen à sa défense, mais Chen, au lieu de cela, s'en prend à lui, le traitant de poids mort professionnel. Le terme poids mort professionnel allume une ampoule dans son cerveau et il a l'idée d'utiliser l'inutilité de son ami à son avantage. L'homme commence à concocter des scénarios délirants dans son esprit, à nouveau comme la dernière fois. Il se croit un génie d'avoir eu cette idée. Pendant que Mayang est dans son monde de rêve, probablement en train de rêver de licorne, Chen le réveille avec son sourire effrayant et agit comme s'il était sur le point d'agresser le gars. Montré Didi. Même le lendemain, en classe, Chen continue de regarder Yang comme un oncle regarde son neveu. Yang pense qu'il est vraiment sur le point de se faire agresser par le gars. Pendant ce temps, l'autre ne pense qu'à utiliser son idiotie pour générer des pertes. Même le gars de la cantine regarde Chen frotter ses joues sur le visage de Yang et pense qu'il se passe des trucs arc-en-ciel ici. Montrer un mème de chien homophobe avec une insulte. Yang atteint finalement sa limite et demande avec colère à Chen ce qu'il veut exactement. Chen, exposant ses tendances fruitées, tient la main de Yang et déclare qu'il le veut. Tout le monde à la cafétéria se tait une seconde avant de sortir son téléphone et de commencer à capturer la magnifique déclaration d'amour montrée des mèmes de Fujoshi. Mayang pleure comme un bébé, imaginant le genre de choses pour lesquelles Qian pourrait le vouloir. Après une journée entière de malentendus, Pei Qian arrête de lui envoyer des signaux gays et révèle ce qu'il veut réellement de Yang. Il explique qu'il prévoit de développer un jeu et veut que Yang l'aide. Yang est plus que disposé à lui offrir son aide en raison de leur amitié, mais il n'a aucun espoir dans le plan, car développer un jeu coûte une fortune et il n'a aucune expérience dans ce domaine. Il s'éloigne, donnant sa réponse. Pour l'arrêter net, Qian révèle théâtralement qu'il est celui qui a créé le jeu Lonely Desert Road. Cette révélation ne fait pas que stopper Yang, elle le pousse contre la porte voisine et le fait tomber à genoux. Il devient le plus grand fan de Pei Chen à ce moment-là et accepte de travailler avec lui immédiatement. Le duo se tient la main, se motivant mutuellement à travailler dur pour le succès de leur projet à venir. Du point de vue d'un étranger, on dirait qu'ils explorent le corps de l'autre pendant leur temps libre. Mayang achète des livres de code qui peuvent les aider à apprendre le développement de jeux, mais ils sont à peu près aussi inutiles que lui car ils utiliseront Ezro, une plateforme sans code, pour développer le jeu. Pei Qian lui suggère de lire les livres quand même, car ils sont bons pour son développement, mais le gars se téléporte au pays des rêves, juste après avoir lu un mot. Chen adore à quel point il est peu fiable. Il veut qu'il reste un poids mort pendant 30 jours et qu'il perde tout l'argent pour lui. Chen se met au travail juste après s'être réveillé le matin. Il se demande comment il peut créer un jeu qui entraînera une perte. Étant donné que les joueurs ont commencé à associer Lonely Desert Road à la technologie Tengda, quel que soit le jeu qu'il fera, il sera vérifié par les gens. Le pauvre gars ne peut même pas trouver d'idée parce que les chaussettes puantes de son colocataire traînent sur le balcon et lui bloquent l'esprit. Il ne peut pas faire un grand jeu avec seulement 300 000 wen et il ne peut pas non plus dépenser ses fonds sans créer de jeu car une pénalité serait encourue. L'idée de créer un jeu mobile lui vient à l'esprit car les joueurs de jeux indépendants et les joueurs de jeux mobiles ne se chevauchent pas. Il cherche quel genre de jeux mobiles sont populaires ces jours-ci et on lui présente l'idée des jeux de cartes. Les jeux de cartes sont originaires de Chine et avec le temps, ils ont pris une forme numérique. Maintenant, les joueurs peuvent jouer à des jeux de cartes, à collectionner au tour, par tour. Avec les smartphones partout, les jeux de cartes sont devenus une option de divertissement populaire. Qian envisage d'abandonner l'idée car il ne souhaite pas créer un jeu dans un genre déjà très populaire. Cependant, en raison de cette popularité, de nombreux développeurs indépendants se sont lancés dans la course, mais ils n'apportent rien d'innovant et se contentent de copier les jeux de cartes les plus en vogue. De ce fait, le marché des jeux de cartes est devenu extrêmement compétitif et impitoyable. Chen sait enfin ce qu'il veut faire à présent. Il décide de créer un autre jeu passe-partout, sans originalité. Il réveille Mayang et lui dit de se mettre au travail. Il lui annonce qu'il va engager des designers d'interface utilisateurs professionnels pour concevoir l'interface du jeu. Mayang lui suggère qu'il peut facilement trouver ses designs de base en ligne et n'apporter que de légères modifications pour créer une interface, ignorant que Pei dispose de 300 000 yuan qu'il doit absolument dépenser coûte que coûte. Il se transforme en véritable saint devant lui et l'assure que l'argent ne représente absolument aucun problème. Il est prêt à dépenser toutes ses économies de toute une vie pour ce jeu. Mayang est inspiré par cette mentalité et consolide encore davantage son statut de chien aveugle et ignorant de Pei Qian. Chen lui donne également la liberté d'écrire l'histoire du jeu, mais uniquement en utilisant des personnages de QQ Three Kingdoms, le jeu de cartes le plus populaire de tous les temps. Mayang est sceptique quant à cette idée car créer leurs propres histoires pour des personnages de jeux populaires peut facilement se transformer en un véritable désastre, ce qui est précisément ce que Pei Qian désire. Dissimulant son sourire maléfique, Pei Qian arbore un masque de sensei bienveillant et le convainc que toutes les innovations ont été au début mises en doute par les gens.
Mayang reste encore un peu incertain car il connaît à peine les personnages de QQ Three Kingdoms. Cette révélation propulse la joie de Qian à un niveau supérieur à 9000. Et il convainc Mayang que cela l'aidera à créer avec beaucoup plus de liberté. Il lui demande de laisser libre cours à son imagination et d'essayer de tenter sa chance. Mayang commence timidement à présenter sa perception des personnages, ce qui n'est qu'une absurdité après l'autre. Voyant sa description exécrable des personnages, il le qualifie d'Einstein de cette génération, un véritable génie incompris. De plus, il le nomme également employé à temps plein au sein de sa modeste entreprise, sa société spéciale, avec un salaire mensuel de 3000 yuans. D'un autre côté, nous avons un nouvel analyste qui informe Monsieur Li de la baisse de popularité de QQ Three Kingdoms, baisse due au taux de tirage des cartes rares, jugé trop faible. Le PDG répond que c'est précisément ce qui rend le jeu si addictif. Les joueurs sont de plus en plus frustrés de ne pas tirer de cartes rares et deviennent accros au jeu. Il lui ordonne de laisser les choses telles quelles et de ne pas s'inquiéter du déclin du jeu. L'analyste lui présente alors une nouvelle analyse. Il lui communique que Tengda Technology, l'entreprise qu'il surveille attentivement, tente de s'aventurer dans le domaine des jeux de cartes et qu'ils suivent également la voie de QQ Three Kingdoms. Monsieur Lee esquisse un sourire maléfique de méchant d'anime en réponse, excité de savoir que cette entreprise indépendante tente d'attirer son attention. Étant le PDG grincheux qu'il est, il licencie également le nouvel analyste pour une raison stupide, comme à son habitude. Pendant que tout le monde dort, Pei Qian est dans son monde de délai loulou. Pensant à la façon dont il va cette fois-ci, c'est certain, perdre 300 000 yuans. Avec l'histoire absurde de Mayang en main, il lui suffit de trouver un artiste débutant qui dessinera le design le plus laid possible, un design qui fera détester le jeu à tout le monde. Il est bien trop optimiste cette fois-ci, ne prenant absolument pas en considération que le destin a ses propres manières uniques de jouer avec lui. Xian offre un repas à Yang pour lequel Yang est très reconnaissant car il est déjà payé 3000 yuans. Il le paie 3000 yuans parce que le système n'autorisait pas plus que cela. Sinon, il l'aurait payé davantage. Qian lui propose même de l'inviter à un barbecue la prochaine fois. Yang a alors l'idée de transformer les joueurs des Trois Royaumes en personnages féminins. Et Qian rejette instantanément l'idée car elle a déjà été utilisée dans un animé et les Otaku Gunners téléchargeront sûrement le jeu s'il contient des personnages féminins. Il justifie son refus en affirmant que cela leur ferait perdre toute leur originalité. Puisque Mayang est le chien professionnel de Qian, il ne riposte pas et le remercie plutôt de l'avoir empêché de commettre une erreur. Le duo part ensuite faire du bateau pour discuter des concepts de design du jeu. Qian réussit d'une manière ou d'une autre à laver le cerveau de Yang, lui faisant croire qu'un design cool et frappant n'est pas nécessaire, car cela détournerait l'attention de l'histoire captivante de Yang. Le duo a même quelques rencontres légèrement homosexuelles que les rameurs envient. Chen convainc également Yang qu'ils ne peuvent pas engager un artiste célèbre car il souhaite que les joueurs reconnaissent l'entreprise pour l'excellence du jeu et non pour l'artiste. À cause de leurs bavardages agressifs et incessants, le bateau commence à tanguer. Et pendant ce processus, les deux agissent de manière encore plus excentrique, provoquant un anévrisme chez le rameur. Mayang serre Pei Qian dans ses bras, le qualifiant de développeur compatissant qui veut seulement que les joueurs apprécient le gameplay au lieu de faire des cartes leur première priorité. Il suggère même de ne pas embaucher d'artiste du tout, proposant de réaliser les designs lui-même. Pei Qian n'est pas d'accord et le duo commence à se disputer. La dispute fait chavirer le bateau et le rameur âgé et homophobe est projeté à l'eau. Après avoir géré la situation, Pei Qian parle à Mayang de l'artiste qu'il a trouvé pour réaliser le design du jeu. C'est un artiste indépendant qui n'a que des chibis dans son portfolio. Mayang est incertain quant à cet artiste car il ne semble pas avoir d'expérience en design réaliste, mais comme à chaque fois, il tombe dans le piège de Chen et accepte l'idée. Chen veut un artiste spécialisé dans les designs chibi car ses designs réalistes seraient très probablement terribles, mais il justifie sa décision auprès de Yang, affirmant que l'artiste pourrait proposer des designs uniques s'il n'a d'expérience que dans les dessins chibi. Parfois, même Chen est choqué de voir à quel point son gaslighting fonctionne facilement avec Yang. Yang contacte l'artiste et ils organisent un entretien pour le lendemain. Ils créent une bannière pour l'entreprise et se préparent, tous en costume, pour l'entretien virtuel. Yang porte un adorable boxeur jaune sous sa chemise habillée, tel un véritable excentrique, et Qian lui demande de protéger son image et d'agir de manière plus professionnelle pendant l'entretien. L'entretien commence et le duo est confronté à un jeune homme dépressif et introverti, dont l'activité préférée est probablement de trouver des moyens de mettre fin à ses jours. Mayang se présente ainsi que l'entreprise et laisse le reste à Qian. Il se lève et va se placer derrière Qian, ruinant ainsi l'image professionnelle qu'il avait à peine réussi à se construire. Qian prend le relais et transmet qu'ils veulent des designs réalistes et que l'artiste peut avoir toute la liberté. Ruan Guangjin, l'interviewé, demande pourquoi il l'embauche s'ils ne veulent pas de design chibi. Qian se transforme en l'un des juges de X Factor et répond qu'il a un potentiel certain.
Guang Jin réplique qu'il prendra 2000 yuan pour un ensemble et Ma Yang explose à cette suggestion, le réprimandant pour être si gourmand en tant que débutant. D'un autre côté, Chen agit comme un magnate des affaires qui vient d'être qualifié de milliardaire par Forbes et commente que 2000 yuan, c'est bien trop peu. Il poursuit en disant qu'il veut un design artistique qui briserait les codes, c'est pourquoi il va offrir davantage pour cela. Il va jusqu'à offrir 3500 yuan, tandis que Guan Jin et Ma Yang ont les yeux écarquillés, sortant presque de leurs orbites. Guan Jin accepte les 3500 yuan et Richest apparaît sur l'épaule de Qian, le menaçant de ne pas augmenter le prix de manière déraisonnable, le tenant pratiquement en joue. Qian n'a donc d'autre choix que d'inclure les coûts de modification dans le prix également. Richest disparaît après cela et Qian pousse un soupir de soulagement. Il se considère comme un cerveau qui a dupé Richest car il ne voulait de toute façon aucune modification au départ. Il se contentera de n'importe quel design de contrefaçon que Guang Jin proposera. En terminant l'entretien, Guang Jin demande une référence afin de savoir ce que l'entreprise attend de lui. Mais Qian lui dit de dessiner en toute liberté, il le flatte même en disant qu'il croit en son goût et en son professionnalisme, ce qui fait pleurer ce loser introverti. Il n'avait jamais imaginé qu'un jour on lui offrirait un prix aussi élevé pour son travail, c'est incroyable. Cela le motive enfin à abandonner cette mascarade de gars dépressif et à se mettre au travail. D'un autre côté, Qian ordonne à Yang de superviser les designs artistiques, car il sera occupé à travailler sur le gameplay. Yang, toujours aussi inconscient de son exploitation, accepte la commande avec enthousiasme, assurant à Qian qu'il fera de son mieux absolument. Pendant ce temps, Xian se félicite d'avoir concocté ce plan génial de faire superviser le talentueux Guang Jin par l'incompétent Yang. Cependant, il ne peut pas simplement compter sur le style artistique pour que le jeu échoue, ce serait trop simple. Il pense à augmenter le prix afin que les fainéants sans emploi et sans rien de mieux à faire ne puissent pas acheter son jeu dès le départ. 2 versions de lui-même apparaissent dans son esprit pour lui donner des conseils, des sortes de collations ambulantes, contrairement à son vrai lui qui ressemble à un escroc bon marché. Pour infliger aux amateurs de jeux de cartes une terreur psychologique afin qu'ils ne puissent pas jouer à ce jeu, ils a l'idée de leur offrir des tirages illimités avec un abonnement à vie, ce qui rendra le jeu totalement inintéressant pour eux. Car la raison même du plaisir des jeux de cartes réside dans leur tendance au jeu et au hasard. Il se félicite d'être un génie supposé, un véritable stratège. Sa prochaine étape est de concevoir le jeu concrètement. Il tombe sur un projet raté qui avait copié les fondamentaux de QQ Three Kingdoms. Il achète immédiatement le modèle et l'utilise. Il présente les visuels et les effets les plus saccadés jamais vus. Mais c'est exactement ce que Qian recherche, c'est parfait. D'un autre côté, Guang Jin est assis avec ses amis artistes qui sont censés l'aider avec le design artistique, lisant les exigences du contrat et les descriptions détaillées des personnages. Il n'arrive pas à croire le genre de personnage que Tengda Technology a imaginé. Les amis de Guang Jin pensent même que cela pourrait être une arnaque car il est impossible que le client soit prêt à payer autant, c'est insensé. Guang Jin leur fait savoir que le paiement a déjà été déposé sur son compte, ce qui est encore plus surprenant, une véritable aubaine. Les exigences sont peut-être difficiles, mais il ne veut pas rester bloqué à dessiner des chibis pour toujours, alors il va s'en sortir coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Ses amis sont surpris de voir leur ami sombre et dépressif si motivé à évoluer, alors ils prennent eux aussi leur courage à 2 mains, décidant de prendre cette tâche très au sérieux. Guang Jin décide d'opter pour son style artistique personnel, inventé par lui-même, mélangeant la vis et peinture à l'huile, ce que ses amis trouvent bien trop déprimant à regarder. Mais Guang Jin est confiant car l'exigence principale du design est de créer quelque chose d'épique, ce qui correspond parfaitement à ce style artistique. L'homme qui ressemblait autrefois à l'ambassadeur des pensées sombres et mélancoliques a soudainement une lueur dans les yeux, une étincelle. Lui et ses amis travaillent sans relâche pendant des jours et soumettent le design un jour avant la date limite. Lorsque Ma Yang reçoit la soumission, il demande à Chen de la revoir, mais celui-ci est plongé dans son doux sommeil, alors il ne prend pas la peine de se réveiller pour vérifier, pas du tout. Pour le nom, il dit à Ma Yang de l'appeler Général Fantôme. Monsieur peu fiable termine le jeu et corrige tous les bugs avant le jour du lancement. Quand vient le moment de lancer le jeu, Chen suggère d'écrire une description fade, affirmant que c'est un jeu de cartes tout à fait ordinaire. Ma Yang, étant l'éternel idiot, pense qu'il utilise une stratégie de marketing inversée, comme si Chen allait dépenser le moindre centime pour la promotion du jeu. L'arrogance de Chen s'effondre dès qu'il voit les designs artistiques, qui ressemblent à des créations de Léonard de Vinci. C'est incroyable. Il avait embauché Guang Jin parce qu'il pensait que c'était un artiste dépressif et sans talent. Une mode passagère sans aucune volonté de bien dessiner, mais il l'a totalement surpassé. Il s'est transformé en Hulk dans son esprit et veut tout anéantir devant lui. Mais Ma Yang suppose que cette colère est due au fait qu'il a l'impression d'avoir sous-payé Guang Jin, alors qu'en réalité, il veut récupérer son argent et la vie de Guang Jin avec. Il renvoie Yang disant qu'il veut être seul, faisant croire à Yang que le gars traverse une crise de psychose. Qian a les larmes aux yeux comme un chat mouillé après des jours à se sentir comme le personnage principal.
Cependant, en tant que président de Delelululand, il parvient à se convaincre à nouveau que le jeu va échouer, c'est certain. Il estime que les fans de QQ3 Kingdoms préfèrent donc les designs artistiques mignons et que le marché est très volatile, donc cela a encore des chances d'échouer, de ne pas fonctionner. Il invente même un scénario stupide où Guangjin pleure parce que personne n'aime ses designs, tandis que lui rit du désespoir du gars. Il est un fervent croyant que Dulu est le seul Salulu. Et cette fois-ci, il va s'accrocher à cet espoir, coûte que coûte. Heureusement pour lui, cela fonctionne d'une manière ou d'une autre, car dès le lendemain, le jeu compte plus de 100 mauvaises critiques, c'est incroyable. Tous ceux qui l'ont téléchargé l'ont détesté, commentant que le gameplay est ennuyeux et que le design artistique ne correspond pas à l'ambiance du jeu. La dépression quitte le corps de Qian dès qu'il entend parler des critiques négatives et sa tête s'envole vers l'action et mentionne qu'il est évident que quelqu'un a engagé des trolls pour dénigrer le jeu. Il ne croit pas que les critiques soient réelles. Il active même son mode guerrier du clavier et rédige une réponse à une critique négative, mais Qian l'empêche de le faire car il y a bien trop de critiques et il ne peut pas simplement répondre à toutes. Il dit à Yang de prendre la chose à la légère et de garder espoir dans le jeu. Le cerveau stupide de Yang trouve une excuse au comportement de Qian comme toujours. Il pense que Qian est un homme fort, un vrai Sigma qui ne peut être brisé par rien, absolument rien. Il croit sincèrement que Qian est destiné à de grandes choses, à un avenir brillant. Toujours aussi inconscient de ses plans diaboliques, Guangjin demande à Yang si Monsieur Pei a des problèmes avec le design et Yang répond qu'il n'y a rien d'autre à faire, tout est parfait. Guangjin et ses amis pensent donc qu'ils ont vraiment décroché le gros lot en ayant Qian comme client, car il les a payés une belle fortune et n'a même pas demandé de modification. C'est incroyable. Les amis de Guangjin le flattent en disant que c'est son talent qui a rendu tout cela possible. Cependant, Guangjin est confus quant à la direction que Qian donne au jeu, car la description est fade et il n'a vu aucune publicité pour le jeu non plus, pas la moindre. Ses amis le convainquent que c'est sûrement parce que le jeu est en phase de test, car toutes les entreprises investissent dans le marketing publicitaire. Les trois compères en viennent à la conclusion que Tengda Technology est intrépide et ne respecte pas les règles, pas du tout. En gros, c'est une entreprise d'alpha qui veulent asseoir leur propre nom dans l'industrie de se faire un nom, Guangjin joue tout au jeu, pour vérifier et en déduit que le gameplay est très basique, vraiment très simple. Même l'interface utilisateur et les fonctions sont très fades, sans grand intérêt. Cependant, s'il y a une chose qu'il aime absolument dans le jeu, ce sont les designs des cartes qu'il a créées lui-même. Ses standards sont si bas qu'il est heureux, rien qu'en voyant des effets scintillants autour de ses designs, c'est incroyable. Au lieu d'être déçu par ce jeu de mauvaise qualité, il se réjouit que ses designs ne soient pas éclipsés par d'autres facteurs. C'est une victoire. Cependant, une chose qui le déroute est de savoir pourquoi le jeu distribue des cartes rares comme des bonbons, c'est étrange. Il n'y a qu'un seul plan d'abonnement bon marché dans la boutique et cet abonnement offre aux utilisateurs des chances extraordinaires de tirer des cartes rares. Il essaie de se convaincre que le jeu est peut-être juste en phase de test, mais sa patience s'épuise et il appelle Ma Yang pour une inspection pour en savoir plus. Il partage ses préoccupations avec Yang et le gars répond que c'est le lancement officiel et qu'aucun nouvel article ne sera ajouté à la boutique, c'est définitif. La mâchoire de Guangjin tombe au sol à cette révélation, car s'ils continuent ainsi, ils ne pourront réaliser aucun profit, absolument aucun. Ma Yang partage qu'il ne comprend pas non plus, car c'est l'idée de Chen. Chen l'a justifié en disant que les joueurs dépensent déjà 1 yuan pour acheter le jeu, donc il ne devrait pas y avoir beaucoup de microtransactions, c'est logique. Guangjin est inspiré par Chen à ce moment-là, comme s'il était la seconde venue de Mère Teresa, un véritable saint. Ma Yang poursuit en disant que Chen ne voulait même pas ajouter le plan d'abonnement au début, mais il a pensé que certains joueurs pourraient le vouloir, alors il l'a finalement ajouté après réflexion. Il estime que Chen veut que les joueurs fauchés puissent profiter du plaisir d'obtenir des cartes rares sans dépenser une fortune dans le jeu de hasard. Guangjin n'arrive pas à croire qu'il existe un développeur aussi gentil dans ce monde, c'est incroyable. Ma Yang approuve cette déclaration et ajoute que Chen a dépensé tout son argent pour le jeu et n'avait plus rien à dépenser pour le marketing. Alors il est allé frapper un arbre il y a un jour, c'est dire. Puis les deux plus grands flagorneurs de Tian se mettent nount à pleurer comme des bébés en admirant leur papa paye. Guangjin raconte l'histoire inventée à ses amis, les choquant tous les deux. Il leur est difficile de croire que Tengda est une entreprise fauchée sans argent à dépenser en publicité. Guangjin ne peut s'empêcher de le glorifier encore plus en apprenant que malgré le manque d'argent, Chen n'a jamais maltraité personne, c'est admirable. Mais il sait très bien que l'entreprise ne peut générer aucun profit avec un jeu comme celui-ci pour quelque chose. Il l'appelle pour lui demander s'il est celui qui a promu le jeu. Guangjin révèle qu'il a demandé de l'aide dans un groupe de discussion d'artistes. C'est ça. Ses amis ont été choqués que ce loser introverti qui ne sort jamais de chez lui ait voulu demander de l'aide directement aux gens. Mais comme il était en compétition avec Ma Yang pour être le numéro 1 des flagorneurs de Qian, il ne pouvait pas abandonner et a quand même demandé la promotion, c'est certain. Puis la nouvelle du jeu s'est répandue et il est devenu viral du jour au lendemain, c'est incroyable. Guangjin pense avoir accompli une étape révolutionnaire, tandis que Qian maudit toutes ses générations, absolument toutes. Qian lui demande pourquoi il s'en soucie autant alors qu'ils ne sont que des partenaires commerciaux, après tout.
Et il répond que sa gentillesse l'a profondément ému. Il ne pouvait pas rester les bras croisés et le regarder perdre de l'argent, sachant tout l'effort qui y avait été mis. Qian veut le démembrer parce que ce qu'il a fait va lui faire perdre de l'argent et non l'échec. Ma Yang l'admire également de son côté, comprenant enfin pourquoi Qian était si calme au début. Mais il ne peut s'empêcher de se demander qui a engagé des trolls au départ, c'est une question. Il s'avère que très intimidé, c'est lui qui a engagé des trolls pour les critiques négatives. Mais cela n'a pas fonctionné au final, pas du tout. Monsieur Lee croit que Tengda Technology voulait battre son entreprise, c'est pourquoi ils ont créé un jeu similaire à QQ 3 Kingdoms. Il ordonne à sa nouvelle secrétaire d'accélérer le processus d'acquisition. En un rien de temps, Général Fantôme atteint le sommet de la liste des jeux recommandés d'Ezro. Qian se rend dans une salle de bain vide pour en parler au service client. Il demande que le jeu soit retiré de la liste des jeux recommandés, ce qui est la toute première fois qu'une telle demande est faite, c'est sans précédent. L'employé du service client suggère de transmettre sa demande au supérieur s'il le souhaite vraiment, mais à cet instant précis, Richest apparaît, lui rappelant que cela est contraire aux règles, absolument. Qian n'a d'autre choix que de retirer sa demande, il est contraint. Richest lui adresse un sourire maléfique, se moquant ouvertement de son échec à subir une perte une fois de plus. C'est cruel. Qian, de son côté, fait la moue comme un pain triste et déprimé. Puisque c'est déjà la date de clôture, il est à nouveau confronté au processus de décompte macabre, c'est terrible. Le jeu a généré un profit de 200 000 yuan depuis son lancement, et après tous les calculs, Qian ne reçoit que 2 000 yuan pour ses actifs personnels cette fois-ci. Il félicite Richest car le système de conversion de fortune ne cesse de lui voler son argent, c'est vraiment frustrant. La manche suivante commence immédiatement, lui donnant 90 jours avec un fonds de départ de 500 000 yuan. Qian réalise très bien qu'il est pratiquement impossible de subir une perte, puisque 2 de ses jeux rapportent déjà de l'argent, ce qui est une situation assez confortable. De plus, son fonds de départ ne cesse d'augmenter, ce qui rend chaque manche plus difficile que la précédente. Il essaie de demander à Richest de ne plus augmenter son capital de démarrage, mais bien sûr, le robot bizarre ne l'écoute absolument pas, c'est désespérant. Il baisse la tête et s'en va, contemplant s'il devrait dormir sur une voie ferrée ou non. Pendant ce temps, le mystérieux Monsieur Lee est étonnamment de bonne humeur et ordonne à sa secrétaire d'acquérir Tengda à tout prix, sans aucune hésitation. Puisque l'argent est déjà un fardeau pour lui, il n'a aucun problème à le dépenser. Chen regarde un match de football ennuyeux tout en cherchant des idées pour le sortir de cet enfer. Il pense à changer de stratégie comme à chaque fois, mais Ma Yang l'appelle soudainement, c'est inattendu. Il l'informe qu'une entreprise nommée Fu Hui Capital souhaite acquérir Tengda Technology. Les pupilles de Chen se transforment en signes dollars, mais avec les signes dollars viennent les avertissements du système de conversion de fortune, c'est un dilemme. Chen fait la moue, comme les idoles de K-pop, font des œufs au plat pour leurs fans, montrer Jungkook faisant la moue et dit à Yang de rejeter l'offre. Yang répond que l'entreprise est prête à négocier le prix et qu'elle offre 50 000 milles de won, c'est une somme considérable. Qian lutte contre ses larmes pour dire à Yang de rejeter à nouveau cette offre alléchante et Yang partage que l'entreprise a offert 50 000 milles de plus. Qian perd toute son énergie et commence à se noyer dans ses larmes, c'est un moment de grande détresse. Montrer un mème d'alien mourant, il ne veut vraiment pas rejeter cette offre qui changerait sa vie, mais il n'a pas d'autre choix. Yang n'a aucune idée pourquoi Qian laisse passer cette énorme opportunité. Fu Hui Capital propose alors un investissement au lieu d'une acquisition, mais Qian ne veut pas d'investissement, c'est clair. Alors il demande à Yang de transmettre une de ses questions à l'entreprise. Monsieur Lee est choqué de découvrir que Tengda a rejeté son offre. Et pour aggraver les choses, ils ont proposé d'investir dans Fu Hui Capital à la place. C'est une tournure inattendue. Monsieur Lee croit que c'est une humiliation totale. Mais en même temps, il trouve le gars qui dirige Tengda très intéressant pour cette proposition. Il lâche un rire maléfique à la Sukuna. Insérer une scène du sourire maléfique de Sukuna déclarant que Tengda a maintenant toute son attention, c'est une menace. Chen offre un barbecue à Yang comme il l'avait promis une fois. Yang mange comme une baleine pendant que Chen est assis devant lui, perdu dans ses pensées. Il lui demande ce qui le tracasse, car à présent, il doit avoir gagné pas mal d'argent grâce au jeu, n'est-ce pas? Il calcule l'estimation des gains totaux des 2 jeux, ce qui s'avère être environ 6 000 milles de yuan. En guise de célébration, il propose de payer le repas. Qian se frappe avec des marteaux dans sa tête, car évidemment, Yang doit payer leur repas, c'est la logique. Il gagne plus que son patron après tout. Cependant, lorsque l'addition arrive, Yang retire ses paroles vantardes et demande un remboursement pour ce repas. Le mot remboursement fait tilt dans l'esprit de Qian et il s'en va précipitamment, c'est une révélation. Il trouve une ruelle isolée et invoque Richest qui apparaît en aspirant des nouilles. Il lui demande s'il peut déclarer ce repas comme une activité de team building d'entreprise. Sa demande est acceptée et en réponse, il fait une autre demande au système concernant ses dépenses quotidiennes, qui est rejeté sur le champ, c'est un échec. Il retourne auprès de Yang et lui parle du paiement qui a été réglé. Les deux se tournent vers les nouvelles, où une nouvelle technologie est discutée. Yang commente qu'il souhaite qu'un jour il puisse créer un jeu grand et compliqué aussi, puisque la technologie avance à un rythme rapide. C'est une belle ambition, mais il se demande si seulement les deux d'entre eux peuvent le faire.
Une idée d'expansion de l'entreprise surgit dans l'esprit de Kian. C'est une bonne stratégie pour lui car il pourra dépenser beaucoup d'argent pour embaucher de nouvelles personnes et d'autres choses. C'est une opportunité. Mais cela dépasse aussi ses compétences car il n'a aucune idée de comment gérer une entreprise. Mayang est également perdu à cet égard, alors il décide de trouver quelqu'un qui sait comment gérer une organisation. C'est une décision sage. Puisqu'il n'y a pas de cours l'après-midi le lendemain, il prévoit de chercher des personnes pour le poste pendant ce temps. Pendant ce temps, nous voyons le producteur d'une entreprise nommée Fiery Sky, regardant les employés qui peuvent être licenciés pour réduire les coûts de l'entreprise. C'est une situation délicate. Il désigne un employé qui peut rester et décide de licencier tout le monde sur la liste. Au moment où il communique sa décision à quelqu'un, Lin-Wan, la méchante aux cheveux roses, entre dans la pièce et remet sa lettre de démission. C'est un coup de théâtre. Elle exprime que cette entreprise n'est pas faite pour elle et qu'elle ne peut pas poursuivre ses rêves ici. Dès qu'elle quitte la pièce, le producteur célèbre et appelle quelqu'un nommé Monsieur Lin et partage qu'il a accompli la tâche qui lui a été confiée. C'est un soulagement pour lui. Il assure au gars qu'elle peut maintenant arrêter de rêver de créer des jeux et retourner reprendre l'entreprise familiale. Le lendemain, le duo stupide et encore plus stupide se rend dans une entreprise pour embaucher quelqu'un. Cependant, la façon dont il se présente ferait penser à quelqu'un qu'ils viennent de la rue pour mendier un emploi au salaire minimum. C'est une image peu flatteuse. Ils transmettent qu'ils sont ici pour embaucher quelqu'un et le manager ou qui que ce soit, le laid et effrayant, leur conseille de chercher des étudiants dans leur université s'ils envisagent de créer une entreprise. C'est un conseil pragmatique. Chen déclare qu'il a un besoin urgent d'embaucher un assistant qui peut l'aider à gérer l'entreprise et il est vraiment satisfait du processus de sélection de l'autre entreprise. Cette créature hideuse lui demande d'un ton moqueur s'il sait même qu'il fournisse ses services pour de l'argent et non gratuitement. C'est une remarque cinglante. Chen propose de payer à son assistant un salaire annuel de 400 000 yuans en réponse, faisant cracher leur boisson à l'affreux et à Yang. Yang lui crie de réfléchir à 2 fois tandis que le bâtard violet demande qu'on apporte des fruits pour les invités. C'est une scène chaotique. Le gars se présente enfin comme Lawrence, un nom approprié pour quelqu'un comme lui. Il demande à Chen ce qu'il recherche, un secrétaire exécutif ou un directeur exécutif. Chen n'a aucune idée si les deux sont des termes différents, c'est une lacune. Alors Lawrence explique que le premier supervise les affaires trop triviales pour que le patron s'en soucie, tandis que le second aide à prendre des décisions concernant l'entreprise. Chen répond immédiatement qu'il veut un secrétaire exécutif, parce que s'il laisse quelqu'un d'autre prendre des décisions pour lui, l'entreprise pourrait devenir un succès. C'est une stratégie de sabotage. Lawrence recommande un secrétaire masculin, mais Chen précise tout de suite qu'il n'est intéressé que par une secrétaire féminine. Pour commencer, elle égayera son humeur par sa présence. Cependant, Lawrence pense que Chen veut une secrétaire féminine parce qu'il est facilement distrait par les hommes. C'est une interprétation audacieuse. En bref, il le traite de membre de la communauté LGBTQ+. Montrer un drapeau de la fierté semi-transparent sur tout l'écran sur Chen. Cependant, Lawrence est celui qui affiche des capacités de twink plus fortes. C'est une observation amusante. Il montre aux deux invités le profil d'une secrétaire féminine qui ressemble à une corporatiste ringarde et un peu négligée. Elle a un profil solide, mais elle est vraiment difficile quant à la prochaine entreprise où aller, car elle vient de quitter une grande entreprise récemment. C'est une candidate exigeante. Lawrence lui a recommandé de grandes entreprises, mais elle les a toutes rejetées parce qu'elle ne veut pas travailler sous les ordres d'un homme. Chen demande pourquoi il recommande Tengda, car il est aussi un homme, et Lawrence lui fait un clin d'œil en disant qu'il est différent. C'est une énigme. Montrer le drapeau de la fierté à nouveau. Xian n'a aucune idée de ce qu'il veut dire par là. Néanmoins, il choisit cette fille comme secrétaire tout de suite. Lin-Wan est assise juste à l'extérieur de la pièce, regardant les nouvelles sur son téléphone, où Phantom General est discuté. C'est une coïncidence. Kian, Yang et Lawrence passent devant elle, et Kian s'arrête pour lui dire de ne pas croire les nouvelles. Il déclare que Phantom General est un jeu nul et ennuyeux. C'est une critique acerbe. Lin-Wan s'agite à ses commentaires et s'emporte contre lui, disant qu'il n'a pas le droit de dire cela du jeu, car son véritable but n'est pas de faire de l'argent, mais d'innover et de perturber le marché. C'est une défense passionnée. Elle s'assied en faisant la moue et Xian répond qu'autant de réflexion n'a pas été mise dans le jeu. Elle demande comment il sait cela, après quoi Xian se contente de rire maladroitement et s'en va. En sortant, Lawrence informe que Shin Hailu, la secrétaire potentielle de Tien, le rencontrera demain à 14 h. C'est un rendez-vous. Après leur départ, il vient voir Lin-Wan et lui demande si elle cherche un emploi. Elle répond oui et ajoute qu'elle a déjà une cible en tête. Elle veut postuler chez Tengda Technology en tant que développeuse de jeux, mais comme elle n'a rien trouvé en ligne, elle est venue ici pour demander. C'est une démarche proactive. Lawrence rit et révèle que le gars à qui elle vient de parler est Pei Qian, le PDG de Tengda Technology. Lin-Wan panique et court après eux instantanément, mais elle est malheureusement incapable de les rattraper. C'est une occasion manquée. Quelque part, nous voyons Shin Hailu servir du vin à un gros, laid et dégénéré. Le scélérat lui caresse les mains, la harcelant ouvertement. Shin Hailu commente « C'est la 5e fois ce mois-ci, c'est intolérable ». Et avec cela, elle lui assène un magnifique coup de pied inspiré de Sanji au visage. Montrer un coup de pied de Sanji avec le même style côte à côte. De plus, elle dégage une aura badass et démissionne sur le champ. C'est une réaction forte. Montrer Sanji la draguant. Le lendemain, la belle Shin Hye-lu
rencontre Peiqian dans un café, ils se présentent l'un à l'autre et passent directement aux affaires. Shin Hai-lu loue le succès de Tengda Technology, malgré le fait qu'il s'agisse d'une simple start-up, c'est impressionnant. Elle aime aussi le fait que Qian n'ait aucun intérêt pour les secrétaires masculins. Elle le traite indirectement de F-slur, mais il est trop bête pour comprendre cela. Montrer à nouveau le drapeau de la fierté ou un mème gay. Elle parle ensuite un peu de ses compétences et exprime son désir de travailler avec lui, c'est une proposition. Qian est satisfait de tout, mais il précise qu'il ne veut son avis que lorsqu'il le lui demande. Dans toutes les autres situations, elle doit rester silencieuse. Lu trouve la demande un peu étrange, mais elle réalise qu'en tant que secrétaire, elle doit faire ce que le patron exige, c'est la règle. Il se serre la main et elle demande quand elle peut commencer à travailler. Chen répond qu'il n'a pas encore de bureau et les deux se dirigent directement pour chercher un endroit à louer. Ils atteignent le bâtiment le plus cher de la ville, qui a un étage vide, c'est un choix audacieux. Le gérant leur dit que les gens louent généralement une partie de l'étage pour faire des bureaux. Cependant, Chen dit qu'il veut tout l'étage, ce qui fait passer le gérant d'un oncle Sigma endurci à un Pookie pétillant. C'est une transformation amusante. Montrer des autocollants de ruban rose sur lui. Le loyer est de 360 000 yuan par mois et le gérant fait de son mieux pour persuader Qian d'accepter le loyer même s'il est cher. C'est une négociation. Mais à sa grande surprise, Qian répond que le loyer est trop bon marché. Il lui dit que la vie n'est pas facile pour lui non plus, donc il ne devrait pas essayer de lui faire de réduction. Puisque Phantom General est toujours un jeu populaire, il n'a aucun problème à acheter un endroit cher. C'est une dépense calculée. Il doit payer 700 000 yuan pour le dépôt et le loyer du premier mois. Il termine le contrat et Qian passe à l'étape suivante, qui consiste à établir une liste des fournitures de bureau. Shin Hai-lu lui passe la liste qu'elle a faite et comme à chaque fois, il dit que les fournitures sont trop bon marché, c'est une habitude. Puisque l'environnement de bureau influence fortement l'efficacité du travail, il veut le meilleur du meilleur pour son bureau. Il suggère un budget de 2000 000 de wons pour les fournitures et reçoit immédiatement un avertissement de richesse, c'est une limite. Il le réduit à 1500 000 ZIA0, ce qui n'est pas acceptable non plus, alors il se contente de 800 000. Hai-lu dit que c'est une somme généreuse à dépenser pour les fournitures de bureau, c'est une bonne affaire. Après cela, Chen ne cesse de mentionner les choses qu'il veut, et les choses commencent à apparaître. En un rien de temps, il a un lieu de travail de premier ordre avec des ordinateurs avancés, une cafétéria esthétique, une salle de réunion ultra moderne et une chambre d'amis confortable, c'est un luxe. Hai-lu commande qu'il n'a pas encore pensé à un endroit pour lui-même, et Qian lui donne toute liberté pour l'aménager. Hai-lu décide d'une unité de 2 chambres pour lui. De cette façon, il n'aura pas à retourner au dortoir lorsqu'il fera des heures supplémentaires ou sera à l'étranger, c'est pratique. Hai-lu rédige également une politique de recrutement bien trop stricte pour les normes de Qian. Ce genre de politique stricte n'attirera que les élites et il ne peut pas risquer de les avoir dans son équipe et de ruiner son plan, c'est un danger. Il lui demande d'omettre certains de ses points et elle soutient que si elle rend la politique trop indulgente, ils ne pourront pas embaucher de bons développeurs. Elle a raison en ce sens, car s'ils embauchent de points des profanes incapables de créer des jeux, alors ce sera une violation des règles, c'est un dilemme. Il lui dit de lui laisser le processus de recrutement, ainsi que la finalisation de leur salaire, etc. Elle obéit docilement et demande s'il changera son apparence ou non. Habituellement, les développeurs de jeux n'ont pas besoin de bien s'habiller, mais un costume est nécessaire pour assister aux réunions d'affaires. C'est une question de professionnalisme. Elle le transforme en l'ultime Rizzler en un rien de temps avec un costume noir ajusté. Il dégage l'impression d'un PDG de K-drama qui tombe amoureux de son employé pauvre et maladroite. Montrer une scène de proposition d'affaires dramatique, c'est une transformation réussie. À présent, il a déjà dépensé tellement d'argent et les dépenses ne feront qu'empirer à partir de maintenant. Tout ce qu'il lui reste à faire est de trouver de nouveaux employés. S'il veut perdre plus d'argent, avoir juste Ma Yang ne suffit pas, c'est une nécessité. Il faut un autre poids mort avec des pierres à la place d'un cerveau. Il pense à un gars du café de jeu avec qui Ma Yang joue parfois. Il fait une entrée dramatique au café, choquant la réceptionniste et le client qui se tenait là, c'est un spectacle. Il est sous les feux de la rampe et il marche avec une telle prestance que personne ne pourra deviner que l'homme n'a qu'environ 1000 yuan à son nom. Il demande si Baoshu est à l'intérieur et la fille répond oui, c'est une rencontre. Non seulement la fille est séduite par lui, mais le gars ressent aussi des picotements à l'intérieur à la vue de ce bel homme. Contrairement à Peiqian, Baoziu est un joueur puant et affamé de contact qui joue au jeu toute la journée, c'est un contraste frappant. Tout le monde à l'université le connaît parce qu'il a été expulsé en raison de ses mauvaises notes dans de nombreuses matières. Plus tard, il a travaillé comme booster de niveau. Le gars vit pratiquement dans le cybercafé maintenant, c'est une vie marginale. Qui en pense qu'il est raisonnable de recruter un joueur professionnel? Un autre point positif à son sujet est qu'il est bon pour jouer au jeu mais ne sait rien de la conception de jeu. Ce qui signifie que Qian peut le laisser détruire les jeux, c'est une stratégie de sabotage. Qian le rejoint et lui parle de l'offre d'emploi tout de suite. Baoshu le regarde et se dit qu'il n'est qu'une personne prétentieuse jouant au PDG dans un nouveau costume. Il lui dit de dégager, mais Chen place de l'argent devant lui, l'appelant son salaire anticipé. C'est une tentation. Baoshu demande pourquoi il est recherché car il n'a jamais développé de jeu.
Chen se lève et met son masque manipulateur parfait. Il le motive en disant que personne ne connaît les jeux mieux que lui et lui demande s'il veut créer le jeu parfait ou non. C'est une persuasion habile. Il lui dit de le contacter s'il a pris sa décision et s'en va. Avant que Qian ne puisse quitter la pièce, Bao Shu déclare qu'il a pris sa décision et qu'il est prêt à travailler pour lui. En réponse, Chen dit simplement à son cul-puant de prendre un bain et de nouveaux vêtements avec l'argent sur son bureau. C'est une condition. Quand Chen part, Bao Shu éclate en larmes de bonheur car il attendait cette opportunité depuis si longtemps. Qian est fou de joie à cause des progrès qu'il a fait. Il dort avec un sourire sur son visage et se réveille plus tard que d'habitude le lendemain. C'est une belle journée. Quand il arrive à l'entreprise, un gars nerveux et intello attend l'ascenseur. Qian fait semblant d'être là pour un entretien et discute un peu avec le gars. Le gars s'est précipité pendant sa pause déjeuner au travail pour avoir un entretien chez Tengda parce qu'il déteste son entreprise actuelle. C'est une motivation. L'ascenseur s'ouvre et le développeur senior du gars en sort. Il dit au gars aux cheveux roses que Tengda a des exigences difficiles et qu'il n'y arrivera pas. Le développeur junior ment qu'il n'est là qu'en tant que visiteur et le développeur senior s'en va, c'est une ruse. Lui et Chen montent dans l'ascenseur et il exprime sa surprise de voir son concepteur principal postuler ici en secret. Si quelqu'un avec ce genre de CV n'a pas pu y arriver, alors il n'a aucune chance du tout, c'est un découragement. Quand les deux entrent dans le bureau, tout le monde salue Pei Qian et le gars réalise qu'il était avec le PDG dans l'ascenseur. Pendant l'entretien, le gage rose est embarrassé parce qu'il est un débutant et n'a pas beaucoup de compétences, mais Chen l'embauche instantanément pour ces mêmes raisons. C'est une décision inattendue. Quant au salaire, il lui offre bien plus que ce qu'il demande. Le nouvel employé s'engage à dédier sa vie à Tengda en réponse. De retour dans son bureau, Chen se détend quand Lin Wan arrive en trompe pour un entretien, c'est une intrusion. Il la reconnaît instantanément et la fille s'excuse auprès de lui d'avoir agi comme une garce à l'époque. Avant qu'il ne puisse se présenter formellement, Lin Wan lui demande s'il pense que le but principal d'un jeu est de gagner de l'argent, c'est une question directe. Chen répond, il ne le pense pas évidemment, parce que son véritable objectif est de perdre de l'argent. Heureusement, il ne dit pas la dernière partie à voix haute. Lin Wan sourit vivement et dit qu'elle croit aussi que le but principal des jeux est de donner de la joie aux joueurs, c'est une convergence d'idées. Elle passe ensuite à sa question suivante, qui est de savoir s'il éliminerait les employés qui travaillent en bas de l'échelle à l'avenir. Et Chen répond non instantanément, car son véritable objectif est de rassembler les employés les moins performants, c'est une stratégie de sabotage. Lin Wan verse des larmes d'admiration pour le gars, et en apprenant qu'elle était un poids mort à son dernier emploi, Chen l'embauche immédiatement. Wang, le gars aux cheveux roses, retourne à son ancien emploi et claque l'offre d'emploi de Tengda au visage de son concepteur principal, c'est une revanche. La colère et le ressentiment qui s'étaient accumulés en lui pendant 6 mois éclatent enfin alors qu'il s'en prend au vieil homme pour avoir une mentalité de jeu traditionnelle malgré son expérience. De retour à son dortoir, tous les colocataires de Chen s'enquièrent donc de l'endroit où le gars est allé, c'est une curiosité. Mayang affirme que lui et Chen ont travaillé à temps partiel et puisque Chen a le quart de nuit, il a loué un endroit à l'extérieur. Pendant ce temps, sur le lieu de travail, tous les nouveaux employés sont assis sur leur chaise doivent jouer à des jeux parce que Chen ne leur a donné aucun travail et cela fait 1 semaine qu'ils ont commencé à travailler, c'est une situation étrange. Ils se demandent tous pourquoi ils doivent rester assis sur leurs fesses comme des modes inutiles et sans talent toute la journée alors qu'ils ont été embauchés pour autre chose. Lin Wan fait taire tout le monde en affirmant qu'ils ne reçoivent aucune tâche parce que Monsieur Pei Qian veut que tout le monde comprenne la perspective de l'utilisateur, c'est une explication. En jouant à des jeux, ils peuvent reconnaître les problèmes actuels dans les jeux afin de pouvoir les éliminer à l'avenir. À présent, Lin Wan a battu tout le monde dans le plus grand concours d'écrivains de viande de Pei Qian. Montrer un écrivain sur un mème d'aubergine, c'est une victoire. Elle ajoute également que Pei Qian veut que tout le monde préserve son énergie afin de pouvoir travailler efficacement le moment venu. Cependant, une chose que les employés ne comprennent pas et pourquoi ils ne se présentent pas au travail, c'est un mystère. Aucun d'entre eux ne l'a vu au bureau depuis qu'ils ont rejoint l'entreprise. Ils se demandent s'il est occupé quelque part ou s'il se la coule douce dans sa chambre. La possibilité de se la couler douce s'avère évidemment vraie car pendant que ces employés sont assis devant leurs écrans, se demandant quel est le but de leur travail, le patron est assis sur son canapé à manger de la pastèque comme un enfant. C'est une image ironique. Il excuse sa paresse en disant qu'il est juste en train de réfléchir. Il veut trouver un plan de jeu qui va définitivement échouer cette fois. Une ampoule s'allume dans sa tête et il pense avoir enfin trouvé la solution, c'est une illumination. Quand il est temps de partir, Pei Qian décide soudainement de se montrer et de bénir ses employés. Il annonce que la raison de son absence la semaine dernière était qu'il pensait à l'avenir de Tengda, c'est une révélation. Puisque leur dernier jeu a été un super succès, il veut essayer quelque chose de différent cette fois. Cette fois, il veut faire un jeu de tir à la première personne. Tous les employés sont un peu hésitants à l'idée car les jeux FPS réussissent de rarement. C'est un risque. Qian se transforme alors en Nelson Mandela et prononce un discours comme s'il avait une nation à construire. Montrer Nelson Mandela prononçant un discours. Ces mots manipulateurs font leur effet sur les employés car ils sont tous motivés pour faire fonctionner ce prochain projet. Qian s'assure spécifiquement de désigner Bao Shu et Huang Shibo, les couvrant de faux éloges car il prévoit de leur faire faire du travail.
Après avoir complètement endoctriné toute l'équipe, il emmène Bao Shu et Huang Xibo dans la salle de réunion et leur explique ce qu'il attend du prochain projet. Il leur demande de préparer une ébauche d'un jeu FPS avec des commandes simples et une histoire très longue. Les deux employés semblent sur le point de faire pipi dans leurs pantalons, mais Huang Xibo fait preuve d'un certain courage et ose poser des questions. Il soutient que ce jeu pourrait être vivement critiqué par les masses car il ne respecte pas les règles habituelles des jeux FPS. Au lieu de s'attaquer au problème, Chen se transforme en son moi de méga manipulateur et le convainc d'une manière ou d'une autre de suivre ses instructions. Il nomme Huang Xibo, concepteur principal du projet, et Bao Shu, modérateur du jeu, puis leur ordonne de livrer une ébauche en une semaine. Les deux hommes ne peuvent rien faire d'autre que d'accepter le plan. Après avoir exploité la naïveté de ses employés, Chen s'amuse dans son fauteuil pivotant, savourant son rôle de patron qui ne fait rien d'autre que déléguer des tâches à ses esclaves. Il sort de la salle de conférence et constate que tout le monde est parti, sauf Bao Shu qui a transformé son bureau en cybercafé et joue à des jeux ici. Qian est ravi de voir que tout le monde est parti, car la politique de l'entreprise est de ne jamais laisser les employés faire des heures supplémentaires. Cependant, dès qu'il s'en va, Huang Xibo surgit de sous la table et se met au travail car il ne veut pas décevoir le patron qui lui a fait tant confiance. Xibo travaille pendant des heures, mais aucune des histoires qu'il a imaginées ne l'a encore satisfait. Bao Shu, enfin connaisseur de jeu, emmène Xibo dans son esprit, lui expliquant le genre d'histoire qui, selon lui, fonctionnerait. Maintenant, ils sont deux soldats sur une plateforme pétrolière lointaine, combattant des momies. Il a choisi une plateforme pétrolière car elle offre moins d'espace pour manœuvrer, mais une structure complexe, ce qui augmentera la rejouabilité du jeu. Au lieu de simplifier les commandes, il a modifié les modes afin que le tir devienne plus facile pour les joueurs. Pour le mode histoire, il imagine le personnage secondaire traditionnel parfait qui rendra le jeu plus immersif. C'est une petite fille sourde qui donne des instructions avec ses expressions. Les joueurs devraient analyser le comportement et les intentions de la fille. En utilisant cela comme base, des énigmes seraient ajoutées et son comportement contiendrait des indices pour résoudre ces énigmes. Dans leur étrange imagination, la fille tend un fusil à Xibo pour tirer sur un zombie, puis ils s'échappent ensemble de la plateforme pétrolière. Bao Shu commente que lorsqu'un lien est créé par l'interaction, les joueurs s'investissent davantage. Quand ils sont ramenés à la réalité, Xibo ne peut s'empêcher d'admirer l'intelligence de Bao Shu, le voyant Shomim de Mineta. Bao Shu le complimente en retour, mais une fois qu'ils ont fini de se flatter mutuellement, ils forment un cercle d'admiration pour Pei Qian. Ils parlent de lui comme s'il était Jésus et travaillent jusqu'au matin sur son jeu. Ils conçoivent une excellente arme pour le jeu et pendant qu'ils en discutent, Ma Yang entre dans le bureau. Il soupçonne immédiatement que les deux garçons ont fait des heures supplémentaires. Ailleurs, Lin Wan assiste à une fête ressemblant à une princesse et tout le monde la courtise. Elle serre son père dans ses bras et son père lui demande si elle a finalement renoncé à son rêve de devenir développeuse de jeux depuis qu'elle a quitté Fiery Sky Studio. Elle recule et déclare qu'elle est plus déterminée que jamais. Elle l'informe qu'elle a trouvé une entreprise où elle se sent à sa place, ce qui efface le sourire de son visage. Huang Xibo et Bao Shu font des heures supplémentaires une habitude régulière. Bao Shu dit à Xibo de rentrer chez lui et de se reposer, mais l'homme brûle de passion et ferait n'importe quoi pour obtenir la moindre approbation de son papa Pei. Il demande à Bao Shu de revoir sa proposition et de lui faire des suggestions s'il en a. Bao Shu commence à marmonner des charabias qui passent complètement au-dessus de la tête de Xibo, le crétin, même confus. Pendant qu'ils ont leur petite séance de travail, Ma Yang est aperçu en train de les espionner. Le lendemain, tandis que Yang et Qian planifient mentalement le meurtre de leur professeur ennuyeux, Qian reçoit un SMS de Xibo, l'informant que le cadre de conception du jeu est terminé et en attente de son approbation. Le message l'énerve car il veut que son équipe se relâche et traîne les pieds. De plus, il craint que le cadre ne s'avère efficace. Juste à ce moment-là, Yang le pousse du coude et lui dit que Xibo a fait des heures supplémentaires en secret. Qian n'est pas surpris car maintenant il comprend pourquoi il livre le travail à temps. Les deux décident de s'éclipser de la classe et pendant qu'ils sortent discrètement, Yang mentionne que Xibo fait en fait des heures supplémentaires pour jouer à des jeux. Qian s'arrête net et le visage de Yang heurte le gâteau gras et juteux de Qian, montrant la scène exacte de Yang touchant les fesses de Qian. Qian est quelque peu soulagé d'entendre cela et ils retournent à leur place. Il parcourt rapidement le cadre et donne à Xibo un pouce levé pour ses progrès. Pendant ce temps, Ma Yang essaie de le convaincre de punir Xibo pour avoir utilisé les ressources de l'entreprise pour jouer. Chen écarte le sujet d'un haussement d'épaule, affirmant que jouer à des jeux fait techniquement partie de leur travail. Au bureau, Xibo annonce que sa proposition a été acceptée sans aucune modification, ce qui enflamme tous les employés. Tout le monde se met au travail comme si le loyer était dû, mais le patron pour qui il se donne tant de mal prend un bain entouré de jouets de bain ridicules.
On pourrait croire que le gars est en compétition avec la publicité de savon de bain de Sydney Sweeney. Montrez le savon de bain de Sydney Sweeney. Avec la façon dont il lisse ses cheveux de manière séduisante, il se voit attribuer une nouvelle date de clôture avec des fonds supplémentaires, ce qui anéantit tout son enthousiasme. Yang vient le voir et lui révèle que Sibo a inspiré toute l'entreprise à faire des heures supplémentaires comme lui. En gros, tout le monde travaille dur, sauf ces deux bons à rien qui sont censés gérer le jeu. Cela donne à Chen une nouvelle idée pour gaspiller de l'argent. Il décide de payer tout le monde pour les heures supplémentaires, car en tant que grand leader, il ne veut pas exploiter ses employés. Yang devient très ému en voyant la gentillesse de son ami et son dévouement à se soucier des travailleurs. Il se charge de calculer la rémunération des heures supplémentaires de chacun. Le lendemain, Sibo présente sa proposition sous forme concrète à son papa paye. Qian n'a jamais lu autant de livres de sa vie, et encore moins en une seule fois. Sibo lui demande également de décider du titre du jeu. Heureusement pour Qian, l'heure du déjeuner commence et il échappe à cette réflexion. Yang annonce que l'entreprise offrira désormais un déjeuner gratuit à ses employés, ce qui ressemble à un buffet de mariage. Une petite grosse se plaint d'être au régime et Ailu entre en scène avec deux accros à la salle de sport sous stéroïdes. Elle déclare qu'une salle de sport est en construction et que des entraîneurs professionnels seraient embauchés pour les employés. Tout le bureau est sidéré et Sibo en parle à Lin Wan. Il exprime sa confusion concernant Monsieur les actions de paye car il n'y a aucune chance qu'un patron puisse être aussi gentil. Ensuite, le duo utilise ses deux cellules cérébrales combinées pour donner un sens à sa charité. Au final, ils parviennent à se convaincre que Monsieur Paye est un maître tacticien et il fait tout cela pour rendre les employés plus efficaces. Juste à ce moment-là, ils reçoivent une notification sur leur téléphone, les informant qu'ils recevront désormais une rémunération pour les heures supplémentaires. Wan se rend au bureau de Chen pour en discuter et rejette l'offre de rémunération des heures supplémentaires. Qian s'approche d'elle agressivement et lui demande pourquoi les employés doivent refuser leur argent si bien mérité. Wan est un peu troublé quand il s'approche et détourne les yeux. Elle répond avec hésitation que les employés ne veulent pas plus d'argent. Qian se transforme en Superman à prix réduit et essaie de convaincre Wan avec gentillesse. Wan hésite à regarder son visage et quand elle le fait enfin, il lui apparaît comme un héros de shoujo des années 90. Son charisme la fait exploser de la tête et elle quitte la pièce immédiatement. Elle dit à tout le monde qu'elle n'a pas pu lui dire non et tout le monde s'y identifie en fait, car comment pourrait-on jamais dire non à un tel séducteur comme lui ? Pendant ce temps, dans sa chambre, Qian réfléchit à des moyens de dépenser plus d'argent. Il appelle Baoshu dans sa chambre et lui montre la liste des matériaux rédigés par Sibo. Baoshu l'examine et commente que c'est une liste parfaitement raisonnable, tous les articles étant dans leur budget. Qian demande pourquoi la liste n'est pas extravagante et coûteuse, car comment peuvent-ils faire un bon jeu en dépensant si peu ? Baoshu soutient qu'ils pensaient au budget, c'est pourquoi ils ont demandé peu ou pas de contenu personnalisé. Qian passe en mode manipulateur une fois de plus et lui rappelle que la raison même pour laquelle Baoshu a rejoint cette entreprise est Carpachier et qu'il veut créer le jeu parfait. Et ce montant est trop faible pour réaliser son jeu idéal. Baoshu reçoit un élan de motivation et jette la liste à la poubelle. Il décide de ne plus louer de serveurs mais de les acheter à la place. Qian réalise qu'il n'a pas autant d'argent, alors il convainc Baoshu de s'en soucier après le lancement du jeu. Pour l'instant, il ne devrait pas laisser le budget limiter le développement du jeu. Pendant ce temps, Monsieur Lee parle au producteur de Fiery Sky Studio de l'acquisition de Tengda. Le producteur assure à Monsieur Lee que puisqu'il est leur investisseur, il fera ce qu'il veut. Parce que son ennemi est aussi l'ennemi de Fiery Sky Studio. Dès que l'appel se termine, le nouvel analyste de Monsieur Lee révèle que tous les employés de Tengda, sauf un, sont moyens avec des CV de pacotille. Monsieur Lee précise qu'il s'en fiche et lui crie de les débaucher tous de toute façon. De retour au bureau, Baoshu regarde des vidéos pour trouver de meilleurs concepts quand tous les employés commencent à se rassembler autour de lui, un par un. Tous veulent qu'il examine leur travail et les conseille sur la marche à suivre. Il est en quelque sorte devenu leur leader maintenant, montrer le même, souffrir du succès. Mais étant un loser introverti qui n'a jamais mis le nez dehors de sa vie, cette attention et cette dépendance sont trop accablantes pour lui. Il pense qu'il va gâcher le projet s'il devient le développeur principal. Juste à ce moment-là, Sibo apparaît comme un rayon de soleil et l'aide en conseillant tout le monde sur ce qu'il faut faire. Après que tout le monde soit retourné à sa place, ils reçoivent tous collectivement un appel en même temps. Un mois plus tard, Qian est assis dans sa classe, l'air suffisant, quand Mayang l'appelle et l'informe que Fiery Sky Studio va débaucher toute son équipe. Qian s'élance hors de sa classe immédiatement en apprenant la nouvelle. De retour au bureau, le designer de Tengda montre à Sibo et Baoshu le design de la petite fille rouge qu'il a terminé. Sibo et Baoshu sont consternés par le design car au lieu d'une mignonne petite fille, c'est une héroïne ecchi vêtue de rouge. Montrer une affiche d'anime ecchi,
Botchatch Girl sur le côté, Chen arrive au bureau en furie et voit tout en désordre et jeté. Il échafaude un scénario où tout le monde quitte le bureau dans une frénésie pour plus d'argent et une meilleure entreprise. Pendant ce temps, le pauvre Yang pleure et essaie de convaincre Chen qu'il ne devrait pas s'inquiéter de ces ingrats. Ils peuvent embaucher de nouveaux employés et repartir de zéro. Il ne reste qu'un mois avant le lancement du jeu et Qian ne veut vraiment plus rien faire tout seul. Il ne sait même pas où en sont leurs progrès. Il aurait souhaité pouvoir les licencier à la place, ainsi, il aurait dû payer des indemnités de licenciement. Juste à ce moment-là, tous les employés apparaissent déjà derrière lui. Lui et Mayang se demandent comment ils sont là si Fiery les a tous débauchés. Les employés révèlent qu'ils ont tous refusé l'offre de Fiery parce que Tengda est désormais leur foyer. Tous commencent à briller d'espoir et de bonheur et déclarent que l'environnement et les avantages chez Tengda sont la raison pour laquelle ils ne veulent jamais partir, montrer un arc-en-ciel et du soleil autour d'eux. En plus de cela, ils ont une liberté créative et peuvent ressentir un sentiment d'accomplissement ici. Mayang ne semble pas comprendre cela car Fiery Sky Studio est la légende de l'industrie et il n'y a pas un seul développeur qui ne veuille pas y aller. Wan répond avec une citation embarrassante que la véritable légende est devant elle et pointe du doigt Qian. Qian est un peu troublé, déclarant qu'il n'est pas si important et demande ce qui se passe avec tout ce désordre dans le bureau. Sibo répond qu'ils ont terminé le jeu en avance et que tout le monde est devenu fou de joie pour fêter ça. Ensuite, ils sont tous allés dans la salle audiovisuelle pour regarder le produit final, c'est pourquoi le bureau était vide. Les yeux de Shan ont presque jailli de leurs orbites en voyant le mode histoire du jeu. L'idée est incroyable et les exécutions semblent également décentes. Le jeu pourrait sérieusement être un succès après un petit polissage. Sibo demande son avis sur le jeu et déclare qu'ils ont terminé le jeu en avance afin de pouvoir corriger les erreurs avant la date de lancement. Chen commence à réfléchir à des moyens d'empêcher l'équipe de tester le jeu. Il a l'idée d'un événement de team building, cela peut retarder leur progrès et aussi nécessiter plus de fonds. Il annonce l'événement à l'équipe et juste à ce moment-là, Ai Lu entre dans la pièce avec l'inélégant secrétaire de Monsieur Lee. L'énergie dans la pièce change radicalement dès que les employés le voient. Ils disent à Qian qui il est et il lui tend la main. Le secrétaire lui serre fermement la main et s'exclame avec enthousiasme que s'il n'avait pas essayé de débaucher tout le monde pour le compte de Fiery, il n'aurait jamais connu l'excellence de Monsieur l'excellence de paye. Alors maintenant, il prévoit de quitter Fuhui Capital et de venir travailler chez Tengda. Il révèle que c'est Monsieur Lishi de Fuhui Capital qui voulait que Fiery débauche tout le monde chez Tengda et non seulement cela, il a aussi engagé des trolls pour écrire des critiques malveillantes. Le visage de Qian s'illumine car il pense avoir trouvé son bienfaiteur, mais ses employés regardent l'homme comme s'ils allaient lui arracher les reins, montrer le même Kurt Angel stare. Alors il n'a pas d'autre choix que de le rejeter et de le renvoyer. Pendant l'heure de la salle de sport, tous les travailleurs discutent de l'endroit où ils vont aller pour l'activité de team building. Baoshu exprime qu'il ne veut aller nulle part. Il veut juste terminer le projet de plateforme pétrolière dès que possible. Ruan dit quelque chose qui fait tomber un pauvre gars de son tapis de course. Elle partage qu'elle veut aller à Fiery Sky Studio pour l'activité de team building. Elle veut que les gens de cette entreprise rencontrent Monsieur Pei et voient à quoi ressemble un vrai développeur de jeu. Qian entend l'idée et lui donne son approbation immédiatement en posant une main sur l'épaule de Ruan. Le monde de Ruan se colore en rose à son contact. Montrer la scène avec des couleurs roses. Qian a une raison similaire d'approuver l'idée qui est de leur montrer à quoi ressemble une vraie entreprise de jeu. Ainsi, cela peut saper leur morale, mais il agit comme la princesse Diana devant ses employés et dit qu'il a toujours voulu y aller parce que c'est l'ancien employeur de Ruan. Cela propulse Ruan au pays ultime des délires et elle commence à penser que Qian veut y aller pour en apprendre davantage sur elle. Le jour du voyage, tout le monde va d'abord déjeuner. Qian annonce que leur prochaine étape est Fiery Sky Studio. Cependant, ce n'est pas un voyage obligatoire, chacun est libre d'utiliser son temps comme il le souhaite. Wan est plongée dans ses pensées, probablement en train de penser à des choses qu'elle veut faire avec Qian en ce moment. Montrer le panneau PG-18. Le budget du voyage est réduit de 450 000 yuan à 150 000 yuan parce que Wan a communiqué le montant de manière erronée à Ai Lu. Mais ce n'est pas grave car Qian soupçonne que le système l'aurait de toute façon laissé dépenser autant d'argent pour un voyage stupide. Poursuivant, il rappelle à Mayang de poser des questions lorsqu'ils iront chez Fiery, surtout sur leurs erreurs passées, afin qu'ils puissent les répéter. Il se corrige immédiatement devant Yang, mais le simplet ne comprend rien. Quand ils arrivent chez Fiery, le producteur hésite un peu à les laisser entrer. Il n'a aucune idée du motif de Tengda derrière cette visite. Son secrétaire pense que c'est parce qu'ils sont là pour se venger, car ils ont essayé de débaucher tous les employés de Tengda. Mais se venger de cette manière n'est pas quelque chose qu'une entreprise peut faire. Quoi qu'il en soit, Ken et le reste des employés sont accueillis dans le manoir de l'entreprise.
Tout le monde est émerveillé par l'environnement de l'entreprise. Il y a un immense jardin avec différents types d'installations de jeux dans le bureau. Qian pense qu'il faut au moins 10 000 milles de yuan pour construire un tel endroit. Il va rencontrer l'homme qui a pris toutes les décisions pour cette entreprise. Le secrétaire le présente comme Monsieur Zhou Muyan, un développeur de jeux de l'entreprise. Qian leur serre la main et tous deux se mettent à scruter chaque détail l'un de l'autre. Monsieur Zhou pense que Qian est jeune et essaie d'agir de manière prétentieuse dans un costume coûteux fait sur mesure. Pendant ce temps, Qian réfléchit à des moyens de le faire paraître encore plus riche afin de pouvoir continuer cette façade et dépenser plus d'argent. Le secrétaire est agacé par leur petite bataille mentale et les laisse tous les deux seuls. Muyan se vante de la technologie de pointe de son entreprise et se dirige vers une armoire voisine pour lui offrir une poupée en édition limitée de la société. Juste à ce moment-là, le reste des employés de Tengda entrent dans la pièce et ils commencent à dire à Qian à quel point la technologie ici est démodée et que tout chez Tengda est tellement plus avancé. Qian commence à trembler de peur car il sait que Muyan pourrait écouter leur conversation. Les employés continuent en disant que l'espace de travail ici leur semble si exigu, probablement parce qu'ils sont habitués au lieu de travail spacieux de Tengda. Qian regarde Muyan dont tout le corps vibre à cause de leur conversation. Cependant, les employés de Tengda n'ont aucune retenue, car ils continuent de dénigrer l'environnement de travail de FireRay. Ils mentionnent que l'entreprise gaspille trop d'argent sur des choses extravagantes qui n'ont pas d'importance, mais que le département de jeu est foutu. Qian essaie de les faire taire, mais Wan l'assure que toutes les pièces ici sont insonorisées, donc personne ne les entendra. Elle aperçoit son ancien patron juste à ce moment-là et se pétrifie. Muyan se retourne en furie, mais quand il voit Wan pétrifié, son expression se transforme en surprise, car il ne savait pas qu'elle était allée chez Tengda. Il est surpris qu'elle ait misé ses idéaux de jeu sur une entreprise en démarrage. Il ouvre la porte et crie à ses employés de participer à l'événement d'échange corporatif qu'ils organisent. Les employés PNJ de Fieri s'assoient juste devant les employés de Tengda et Yang commence son interrogatoire. Sa première question est pourquoi tant d'employés travaillent à bout des heures supplémentaires un samedi, ce à quoi Muyan agit confusément car le samedi est un jour de travail normal pour eux. Les employés de Tengda sont choqués d'entendre cela, mais ils supposent que les employés de Fieri doivent de recevoir beaucoup de rémunération pour les heures supplémentaires s'ils travaillent ainsi. Les personnages secondaires agissent comme s'ils n'avaient jamais entendu le terme rémunération des heures supplémentaires, montrent les employés de Fieri en mentionnant les personnages secondaires. Muyan grince des dents et répond avec colère qu'il n'y a pas de concept de rémunération des heures supplémentaires dans le monde du jeu. Chen ressent une gêne par procuration au nom de Fieri et chuchote à Yang qu'il n'a pas à les embarrasser en posant ses questions. Pendant que Muyan vibre de colère sur son siège, sa secrétaire prend le relais et commence à présenter les projets de Fieri à Tengda. Elle mentionne l'un des projets et pose ses mains sur l'épaule de Wan, disant qu'elle y a également travaillé. Elle lui lance un regard malveillant et l'embarrasse devant tout le monde en disant qu'elle a démissionné parce qu'elle était sur la liste des licenciements. Ce n'est pas comme si elle avait coulé l'entreprise. Les losers PNJ, dont le seul but dans la vie est de donner le feu des projecteurs aux autres, commencent à rire. Ensuite, la secrétaire s'éloigne, disant qu'elle est heureuse que Wan ait trouvé sa place chez Tengda, comme si elle ne venait pas de la violer quelques secondes auparavant. Qian est peut-être un patron minable, mais il sait gérer des scénarios comme celui-ci. Il dit à tout le monde que Wan est directrice dans son entreprise et lui demande d'expliquer la direction créative de Tengda aux employés de Fieri. Wan joue le jeu et commence son discours avec hésitation. Elle couvre Pei Qian et ses capacités d'éloge comme des beignets sucrés. Pei Qian lui-même pense que tout cela est absurde. Mais Wan, le louant comme s'il était Jésus, met la pression sur Muyan pour qu'il prononce un meilleur discours. Il prend la parole et parle du nouveau jeu qu'il développe. Pendant ce temps, Monsieur Lee, dans l'obscurité, comme toujours, maudit sa secrétaire d'être partie volontairement, car c'est la première fois que ça lui arrive. Il veut lui montrer sa place, mais il ne connaît même pas son nom. La secrétaire tente d'empêcher Muyan de parler du nouveau jeu, Bullet Mark, car c'est confidentiel, mais Muyan est sous l'effet de la drogue et ne pense qu'à se vanter, donc il ne l'écoute pas. De plus, le jeu sera lancé dans un demi-mois. Muyan entre dans les détails de Bullet Mark et Sibo panique à chaque révélation. Il est évident que beaucoup d'efforts ont été mis dans Bullet Mark et il va certainement devenir populaire. Alors que Sibo est consumé par le désespoir, Qian est assis, souriant fièrement comme s'il regardait son premier-né réussir une présentation. Sibo ne comprend pas comment Qian peut être si confiant, mais comme toujours, sa schizophrénie lui fait croire que Qian est au-dessus de tous et connaît les jeux mieux que quiconque. Complètement inconscient du fait que Qian fait une petite danse dans sa tête, montrer un extrait de Danse Chica car Bullet Mark va facilement battre Project Oil Rig. Pour aggraver les choses, il annonce 10 jours de congés annuels en récompense du travail acharné lors du team building. Sibo, cependant, a d'autres idées.
Il exprime son inquiétude que Bullet Mark batte leur jeu et ce sera plus embarrassant car les deux sont des FPS avec la même date de lancement. Il croit que Qian veut qu'ils améliorent la qualité du jeu, c'est pourquoi la visite à Fiery a été organisée. Bao Shu et Lin Wan sont d'accord, ils pensent que le patron a de grandes attentes envers eux, et au lieu d'aborder les problèmes directement, il les a subtilement mis au courant de la concurrence. Cela a galvanisé tout le monde au bureau, et ils sont déterminés à faire d'Oil Rig un succès. Pendant ce temps, Monsieur Lee et Monsieur Zhu se disputent un peu à propos de la visite de Tengda à Fiery. Monsieur Lee n'aime pas que Muyan ait révélé tout le plan de Bullet Mark à un concurrent. Muyan soutient que Pei Qian n'est pas aussi intelligent que tout le monde le pense et que rien ne se passera en un demi-mois. Pendant ce temps, Monsieur Lee pense que Pei est le fils perdu d'Einstein et qu'il est plus dangereux que quiconque, alors il ferait mieux de rester vigilant. Pendant les jours de congé, tous les employés de Tengda viennent au bureau et travaillent comme des forçats. Ailu est impliquée aussi, alors elle ment à Xian en disant que tout le monde est bien en congé. Pendant que Xian passe ses examens, ses employés travaillent jour et nuit pour terminer le jeu. Quand il a fini, il jette un œil à ses fonds et il a enfin dépensé plus que ce que Phantom General a rapporté. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à perdre le reste des fonds afin de devenir riche dans la vraie vie. Il demande à Ailu d'organiser un autre événement de team building, mais cette fois ce sera amusant avec des films et une fête. Il lui ordonne de dépenser exactement 361 000 yuan pour l'événement et de le programmer un vendredi pour que les travailleurs ne perdent pas un jour de congé. Le jour de l'événement, après le film, les employés de Tengda réservent une surprise à Qian. Le débogage du jeu est terminé et ils peuvent le lancer un jour plus tôt que Bullet Mark. Ignorant que c'est en fait le pire cauchemar de Qian devenu réalité, il crie à tout le monde qu'ils ne peuvent pas le lancer un jour avant, gâchant l'ambiance de la pièce. Mais Richest est toujours là pour remettre Qian à sa place. Il se ressaisit très vite et met son masque de fausse gentillesse. Il poursuit en disant qu'ils n'ont pas eu de vraie célébration, c'est pourquoi il a fait sa déclaration précédente. Sur ce, ils vont tous prendre un délicieux dîner, ils se saoulent et se déchaînent là-bas. Bao Shu chante une chanson pour son papa Pei avec la voix la plus stridente imaginable. Tout le monde prie pour le succès d'Oil Rig et chaque prière est comme une flèche dans le cœur de Qian. Montrer quelqu'un se faisant transpercer par une flèche. La pièce est pleine de soleil et d'arc-en-ciel et tout le monde vit ces moments à fond. Lin Wan devient un peu émue de voir tout le monde si heureux. Elle croit que tout cela est parce que Qian valorise ses employés. Cependant, elle remarque aussi que l'homme qui a apparemment changé la vie de tout le monde semble inquiet. L'homme concocte de nouvelles façons de détruire complètement l'entreprise et d'effacer les sourires de tous les visages, mais bien sûr, en tant que fan inconditionnel de Qian, Shojuvia de Fairy Tail Simping. Elle suppose qu'il pense à l'avenir de l'entreprise et à sa bonne volonté. D'autre part, Bao Shu est sur scène. Il encense Qian pour lui avoir montré de la gentillesse et avoir changé sa vie. Tout le monde commence à pleurer et à lui être reconnaissant, et très vite, ils s'évanouissent tous. Ils ratent le jour du lancement parce que leurs culs ivres dorment toute la journée. Le jeu finit par être lancé le même jour que Bullet Mark, exactement comme Qian le voulait. Naturellement, Bullet Mark domine les classements immédiatement, tandis que Project Oil Rig est à peine reconnu. Cependant, l'équipe ne perd pas le moral car elle croit qu'avec le bon marketing, le jeu peut encore réussir. Cependant, il n'y a pas encore eu de publicité pour le jeu, ce qui est un problème. En tant que résident du pays de Dululu, ils se convainquent que Monsieur Pei teste leur résilience, et s'ils peuvent travailler sous pression, c'est pourquoi il n'a pas encore commercialisé le jeu. Alors, ils décideront de travailler sur les versions optimisées du jeu, mais Ailu partage que Xian n'a pas encore alloué de budget pour cela. Les riches relations de Lin Wan s'avèrent enfin utiles, et elle assure à tout le monde de lui laisser le marketing. Elle parle à un joueur professionnel qui se fait appeler Broken Albert pour tester le jeu. Broken Albert n'est pas convaincu de jouer au début, mais il voit qu'une arme est vendue à un prix ridicule de 8,98 yuan et cela le rend curieux de voir de quoi il s'agit. La tactique de Qian d'utiliser un montant d'achat déraisonnablement élevé se retourne contre lui car il avait pensé que cela repousserait les joueurs. Le jeu commence immédiatement sans introduction et la fille muette apparaît qui heureusement ne ressemble plus à une héroïne échie. Dommage pour les incels en manque de contact, montrer des mèmes d'incels ou un gros type laid qui s'énerve. La fille lui donne une arme et des indices pour progresser. Elle sauve aussi le personnage principal en cas de besoin et le soigne. Le jeu excite vraiment Broken Albert et il se rend personnellement à Tengda pour remercier les créateurs.
Tout le monde là-bas le traite comme Michael Jackson. Il avait supplié Lin Wan d'être là, donc l'attention est vraiment gratifiante. Il donne son avis honnête sur le jeu, disant qu'il y a encore un écart entre Project Oil Rig et les jeux internationaux de haut niveau, mais qu'il est toujours immersif. De plus, le rebondissement à la fin est vraiment palpitant. Il s'extasie sur le jeu comme si c'était le meilleur jamais créé. Mais les gens autour de lui s'extasient encore plus sur lui et le piège dans une foule, montrait le même de la souffrance du succès. Il continue en disant que Bullet Mark est excellent à certains égards, mais qu'il ressemble à une copie bon marché d'autres jeux internationaux. Mais Project Oil Rig fait l'inverse exprès. Non seulement il est convivial pour les débutants, mais il est aussi amusant pour les joueurs expérimentés. Sibo et Baoshu sont si heureux que toutes ces heures supplémentaires soient récompensées et remercient Broken Albert pour l'affirmation. Broken Albert dit qu'il devrait plutôt les remercier d'avoir créé un jeu aussi génial. Il passe ensuite à la boutique de jeux non conventionnels qui n'a qu'une seule arme légendaire à un prix ridicule, le reste des objets étant gratuits. Sebo partage que c'était l'idée de leur glorieux patron d'avoir une arme de luxe légendaire dans la boutique. Broken Albert pense que c'est une excellente stratégie et certainement l'un des principaux facteurs d'attraction du jeu. Au final, Lin Wan n'a même pas eu à payer le streamer pour tester le jeu, il le fait gratuitement en plus de faire un live stream exclusif pour Project Oil Rig afin que tout le monde puisse connaître son excellence. Après quelques jours, nous voyons Chen assis avec confiance en classe, ignorant que le jeu est maintenant devenu viral. Yang lui dit que la réponse initiale du jeu était très décevante et l'esprit de Tian se transporte à Cloud9 juste après avoir entendu cela. Il imagine un scénario où il retourne à l'entreprise et voit tout le monde absolument brisé et abattu. Voir les autres brisés est sa thérapie. À ce stade, montrer le même de Patrick Bateman qui rit. Mais son rêve et son imagination se brisent dès que Yang partage que le jeu a reçu de bonnes réponses ces 2 derniers jours. Il s'échappe de la classe, violant son professeur au passage, comme toujours. Quand il arrive au bureau, tout le monde est silencieux. Et l'environnement était exactement comme il l'avait imaginé dans son scénario idéal. Mais soudain, tout le monde se rassemble autour de lui et commence à l'applaudir comme s'il venait de trouver un remède contre le cancer. Tous les employés commencent à le louer et à le remercier pour son travail pendant que son monde tourne. Il traverse une crise existentielle pendant que le reste du monde autour de lui célèbre. Il retourne finalement à son bureau pour réfléchir à ce qui s'est passé. Il a enchaîné les échecs après avoir été introduit au système de conversion de fortune. Il se demande si quelqu'un a dépensé de l'argent en marketing et a intentionnellement rendu le jeu viral, comme l'artiste l'a fait la dernière fois. Dans ce cas, il doit trouver la taupe. Sibo entre dans la pièce à ce moment-là et lui remet un rapport de tous les facteurs qui ont mené au succès du jeu. Il découvre que Lin Wan a trouvé un streamer pour tester le jeu, mais il ne peut pas la blâmer pour cela, car c'est lui qui a demandé à tout le monde de passer à la phase suivante. Plus il lit le document, plus il prend conscience que la taupe était lui-même. Les choses qu'il pensait ternir la réputation du jeu ont fini par être la raison de son succès. Pendant que Chen cherche des moyens de s'isekai, ses employés ont une séance de masturbation collective pour lui. Il quitte sa chambre, se sentant vaincu et détruit, mais ses employés idiots pensent qu'il est calme et serein. Il va sur le toit et hurle à plein poumon de frustration. À ce rythme, le jeu pourrait rapporter des millions puisque l'arme légendaire seule va très bien leur rapporter. Wan le voit et pense que l'homme est sur le point de se suicider, ce qu'il devrait techniquement faire. Elle lui dit de se calmer et de ne rien faire d'imprudent. Elle suppose que Tian se sent un peu mal pour Fiery Sky Studio, car Project Oil Rig a écrasé Bullet Mark sous tous les aspects. Il n'avait aucune idée que le jeu était devenu si populaire et l'information lui fait fléchir les genoux. Juan pose une main sur son épaule et le console en lui disant que ses travailleurs seront toujours là pour lui. Cela donne à Kian l'idée de faire dépenser de l'argent aux autres pour lui, car l'union fait la force. Il se lève et décide de tout donner cette fois, comme s'il n'avait pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour gagner jusqu'à présent. D'autre part, Joe Mouillant est assis, tout déprimé par la perte qu'il a subie à cause de sa propre incompétence. Monsieur Lee l'appelle pour obtenir des informations et il n'a rien à lui dire qui ne ferait pas que l'autre engage un tueur à gages pour lui. Kian a 47 jours avant la date de clôture et il doit trouver un moyen de perdre 600 000 d'ici là. Cependant, toutes les requêtes qu'il soumet aux plus riches sont immédiatement refusées. Il frappe le petit bot IA, mais le plus riche reste impassible. La journée entière passe et il est toujours dans son bureau, déprimé par sa vie d'échec. Montré L de Death Note, Ailu le surprend et lui demande s'il a besoin de quelque chose. Il lui dit de partir au début Tagne, mais lui demande ensuite si elle sait comment fabriquer des excuses afin qu'il puisse exécuter sa demande personnelle au nom de l'entreprise. Ailu crie que c'est illégal et que Kian doit changer de tactique. Il argumente qu'il veut faire bénéficier ses employés des profits de l'entreprise.
Il ment en disant qu'il veut partager le bonus de l'entreprise avec tout le monde, mais qu'il y a une limite. Ai-Lu ne lui demande pas qui est celui qui le limite. Elle explique que normalement 50% des bénéfices peuvent aller aux employés, mais s'il veut plus, il peut augmenter leur salaire, et pour le reste, il peut leur donner des avantages supplémentaires comme des cartes d'achat, des cadeaux de festival ou des subventions pour les fortes chaleurs. Le matin, Ai-Lu lui apporte une longue liste de façons de dépenser plus d'argent. Chen est fou de joie et pense à forcer Richest à accepter la liste sans qu'il ne puisse rien y faire. En réalité aussi, pour la première fois, Chen est épargné d'un gros échec. Richest approuve toute la liste instantanément. Tout cela grâce à l'intelligence et au tact de Ai-Lu. Chen emmène l'entreprise dans un grand centre commercial et leur donne des cartes cadeaux pour qu'ils puissent dépenser de l'argent. Avec seulement 2 heures avant la fermeture, Qian prie pour que tout le monde puisse dépenser tout l'argent. Il les emmène à la version Temu de l'Apple Store. Il y a beaucoup de nouveaux ordinateurs portables et téléphones avancés et Qian force pratiquement ses employés à acheter ce qu'ils veulent là-bas. Lin Wan se prélasse simplement sur un siège, disant qu'elle a déjà tout dans ce magasin. Il s'avère que le magasin Apple Discount est l'entreprise familiale de Wan. Mayang achète des coques de téléphone pour en avoir une nouvelle tous les 2 jours, et Qian lui achète chaque coque de téléphone du magasin. Lin Wan s'extasie sur son amant imaginaire et pense qu'il est une sorte de prince Disney car aucun patron ne peut être aussi gentil que lui. Elle est heureuse que son magasin familial soit reconnu par l'amour de sa vie. Après un moment, Ai-Lu l'informe que tout le monde de son côté a atteint l'objectif de dépense. Qian fait un rapide calcul mental et se rend compte qu'il lui reste encore beaucoup à dépenser. Il exprime qu'il veut aussi s'acheter quelque chose et Ai-Lu lui fait remarquer qu'il a besoin d'un stylo et d'une montre, alors il pourrait aussi bien les acheter. Il court vers un Louis Vuitton de magasin à 1 $ pour une montre et demande au personnel de vente de lui apporter la montre la plus chère. Cependant, il est rapidement humilié car Richest fixe une limite de 40 000 yuans pour ses dépenses personnelles. Il achète tout ce qu'il peut avec ses 40 000 et sort du magasin. Les employés commandent qu'il a des habitudes de dépenses de femmes. Dieu nous garde que quelqu'un dise quoi que ce soit de légèrement négatif sur Chen. Wan se présente comme la commandante de son escouade de protection. Elle commente que tout ce qu'il a acheté est lié au travail et que le budget total des achats d'aujourd'hui est d'environ 100 000 yuans, ce qui n'est pas une si grosse somme. Il ne reste qu'1 minute avant la fermeture, mais Chen n'abandonne pas et essaie de dépenser chaque centime jusqu'à la fin. Il voit un parfum au hasard et Richest apparaît immédiatement, lui disant que le parfum n'est pas lié aux affaires de l'entreprise. Il essaie de s'en sortir en disant que c'est pour un client, mais Richest demande le nom du client en retour. Voyant que tout le monde, sauf Juan, a acheté quelque chose, il tend rapidement le parfum à Juan sous prétexte de le lui offrir. Richest analyse qu'elle est l'héritière du groupe Shenhua, le magasin où ils ont acheté des ordinateurs portables et des téléphones, etc. et autorise l'achat. Pour la toute première fois, Chen perd un peu d'argent. Ce n'est pas une grosse somme, mais c'est un début. Pour la toute première fois, Chen n'est pas un échec ambulant. Quand il sort du centre commercial, Wan le remercie de lui avoir offert le parfum. Qian se demande pourquoi le système lui a permis d'offrir à Wan, mais il écarte ensuite cette pensée. Pendant ce temps, Wan est dans un monde shoujo imaginaire, avec Qian comme son MC shoujo chevaleresque qui attire toutes les filles, Sho Usui de Maid-sama pour référence. Alors qu'il s'éloigne, Qian pense à remercier tous les employés de l'avoir aidé à subir une perte pour la première fois, mais il doit aussi se débarrasser des personnes qui l'ont aidé. Le lendemain matin, il décerne à Wang Sebo et Bao Shu les titres de meilleurs employés car ce sont eux qui sont à l'origine du succès de Project Oil Rig. Cependant, dès qu'il leur remet les récompenses, il annonce leur licenciement. Sibo est remplacé par le roi PNJ Mingliang dont le nom n'avait jamais été mentionné auparavant. Chen explique qu'il ne licencie pas Sibo. Il lui donne un capital d'1 million de yuan afin qu'il puisse réaliser son rêve de créer une entreprise. Qian célèbre l'élimination du plus grand ennemi à ses côtés. Son prochain ennemi est Bao Xiu et il lui offre des vacances payées illimitées en cadeau. Le reste des employés commandent que ce n'est pas seulement des vacances. Chen devient en fait son sugar daddy. Bao Xiu n'est pas fasciné par l'idée de vacances car c'est un casanier qui ne sort jamais. Mais comment résister au charme de Papa qui paie? Alors il finit par céder de toute façon. Sur ce, il annonce le début d'un nouveau projet. Sibo emballe toutes ses affaires et dit au revoir avec émotion à ses collègues. Il dit à Ai-Lu que son rêve est toujours l'industrie du jeu, mais puisque Qian lui a fait confiance pour étendre le plan d'affaires de Tengda, il va faire de son mieux. Ai-Lu lui demande s'il veut rencontrer le patron une dernière fois avant de partir et il refuse l'offre. Il sait que son cul de pleurnichard commencerait à pleurer en voyant son papa. De plus, il croit que Chien doit être vraiment triste aussi, donc il est préférable qu'ils ne se rencontrent pas.
Pendant ce temps, son papa célèbre son départ en faisant des émothèses aléatoires dans son bureau. Montrer des émotes Fortnite pour référence pour le prochain tour, il obtient un fonds de départ de 1 000 de victoire. Mais cette fois, Xian est plus confiant que jamais qu'il va sûrement tout dépenser. En sortant, Sibo demande à Ming Liang de gérer les mises à jour de Project Oil Rig et Phantom General, et Ming Liang partage que Chen leur a dit de ne plus mettre à jour les jeux car il veut seulement se concentrer sur le nouveau projet. Sibo ne comprend pas la raison derrière cela car la mise à jour des jeux populaires peut leur apporter plus de profit. Mais en tant que babysitter et protectrice personnelle de Qian, Wan les interrompt et leur assure d'avoir foi en la stratégie de Qian parce que l'histoire lui a appris que plus la situation est difficile, mieux Qian est capable de la gérer. Dans son bureau, Qian décide de ne plus donner de liberté créative aux employés car cela pourrait se retourner contre lui à nouveau. Bao Shu, son deuxième plus grand ennemi, lui envoie une vidéo loufoque de ses voyages et Qian a envie de le donner en pâture au même singe qu'il a envoyé. Il appelle immédiatement Ming Liang et Wan à une réunion. Il leur dit que leur jeu portera sur les problèmes de l'industrie du jeu vidéo. Ce sera un jeu interactif qui fera réfléchir les joueurs aux problèmes prévalents dans l'industrie du jeu. Ming Liang commente que les joueurs détesteraient ce genre de jeu et Qian pense en lui-même que c'est exactement son objectif. Il explique que ce sera un jeu en 2D et qu'il sera basé dans l'environnement du bureau de Tengda. En gros, le joueur incarnera un producteur de jeux et il développera des jeux et fera le travail de bureau habituel. Les scénarios et les résultats varieront en fonction des choix du joueur. Pour les PNJ, des narrations seront ajoutées afin que les joueurs puissent savoir ce que tout le monde pense. Qian est si confiant que ce genre de jeu de niche va totalement échouer. Ma Yang demande à Qian s'il peut vivre dans son condominium jusqu'au nouvel an et Qian lui remet les clés immédiatement. Il demande à Yang s'il ne va pas rentrer chez lui et il répond par un non car c'est les vacances d'hiver à l'université. Juste à ce moment-là, Bao Shu envoie une vidéo de lui-même en train de surfer par temps chaud et humide pendant que ses deux perdants ici meurent de froid. N'ayant aucun sens des responsabilités en tant que patron de son entreprise, Chen prend des vacances d'hiver, arguant qu'il est étudiant et part en vacances. Pendant ce temps, ses pauvres employés enregistrent des lignes vocales pour la narration du jeu. Ming Liang a été chargé du doublage de tout le jeu. Cependant, après des heures, ils n'ont pas réussi à enregistrer une seule ligne. Ming Liang ne comprend pas pourquoi il doit travailler sur le doublage alors qu'il est développeur. Il devrait s'occuper du développement, pas de ses futilités. Wan, irrité par ses propos, fait irruption dans la cabine d'enregistrement, affirmant que la narration est l'élément le plus crucial de ce jeu et qu'il devrait faire aveuglément confiance à la vision de Pei Qian. Elle souligne que le scénario est étrangement singulier. Normalement, un jeu de ce genre serait bombardé de mauvaises critiques, mais elle est convaincue que Qian a délibérément conçu le script ainsi, afin que les joueurs puissent prendre conscience de la sombre réalité de l'industrie du jeu vidéo. Ming Liang est en fait convaincu par ses paroles, et le duo se lance dans une petite séance de louanges pour leur papa montrant des beignets glacés. Ming Liang comprend enfin que ce nouveau projet, intitulé Producteur de jeux, n'est pas un jeu qui humilie les joueurs, mais plutôt un jeu qui prend la défense des joueurs. Il se plonge enfin dans son personnage et livre ses répliques à la perfection. Wan se met également en position et commence à débiter ses lignes absurdes. Les deux ressemblent à des poulets qui se battent pendant l'enregistrement de leur dialogue. L'ingénieur du son soulève une question. Que se passerait-il si le joueur ne faisait pas ce que la narration indique? Et Wan explique que dans l'une des intrigues, le producteur est trop gentil et ne parvient pas à atteindre le seuil de rentabilité. Finalement, l'entreprise devient obsolète. Cela enseigne aux joueurs une leçon, l'industrie du jeu vidéo est cruelle et la seule chose qui protège l'industrie actuelle, c'est leur Jésus, Pei Qian. Montrer un Jésus rayonnant avec le visage de Qian incrusté. La seconde venue de Jésus, Pei Qian prend quelques jours de congé et accorde également quelques jours de repos aux employés. À son retour au bureau, il est accueilli par un Bao Shu à l'allure de sans-abri et malodorant. Le clochard veut reprendre le travail car les vacances ne lui ont apporté que du vide. Qian est peut-être un peu dérangé, mais il n'est pas méchant, alors il permet à Bao Shu de revenir travailler. Compte tenu de son état actuel, Bao Shu subit une transformation dès qu'il touche son équipement informatique. Ming Liang essaie de lui faire réviser quelque chose concernant le nouveau projet, mais Qian lui avait demandé de laisser Ming Liang gérer ce jeu pour son processus d'apprentissage, alors il refuse poliment de réviser. Sa position dans l'entreprise sera désormais celle du parasite qui joue au jeu toute la journée. Cependant, ce mode de vie idéal pour lequel des gens comme nous prient jour et nuit ne lui convient pas du tout. Sibo arrive le soir et le duo dynamique décide d'optimiser les anciens jeux puisqu'ils ne peuvent pas travailler sur le nouveau. Le lendemain, tout le monde au bureau découvre que les fans de Phantom General ont lancé une pétition pour que le jeu soit mis à jour.
La pétition a atteint 10 000 signatures et tout le monde souhaite que le jeu continue avec quelques optimisations. Chen ne comprend pas pourquoi les gens aiment ce jeu de magasin à 1 $, mais chacun ses goûts. Il affirme fermement qu'il n'est pas nécessaire de mettre à jour le jeu malgré la pression, mais le monde s'écroule sous ses pieds lorsqu'on lui dit que le jeu a été optimisé lentement. Le lendemain, le marchand de riz, Ruin Guangjin, fait de nouveau son apparition. Il cache son visage et entre chez Tengda. Shin Hailu le reconnaît et lui demande s'il désire quelque chose. Il lui tend une clé USB contenant de nouveaux designs de personnages pour Phantom General. Hailu lui demande si Pei Qian lui a donné l'ordre de le faire et il nie, affirmant l'avoir fait de sa propre initiative. Hailu se sent toujours un peu mal à l'aise avec la situation, alors elle l'emmène au bureau de Qian afin qu'il puisse lui remettre les designs directement. Il hésite à entrer, comme si son coup de cœur était assis là. Ce qui pourrait être vrai car tous ceux qui ont rencontré Qian sont d'une manière ou d'une autre amoureux de lui. Dès qu'il entre, Qian lui crie dessus, lui demandant pourquoi il a optimisé le jeu. Puis 10 minutes passent et Guangjin sort de la pièce tout sourire. Il raconte que Qian lui a demandé de dessiner une affiche pour le nouveau jeu. Après son départ, Ming Liang montre l'ébauche du jeu à Qian qui ressemble exactement à ce qu'il avait imaginé. Il le félicite pour la bonne exécution et le qualifie d'ami, ce qui fait fondre le petit gars. Il lui remet un rapport sur sa stratégie marketing pour le prochain jeu et lui dit de le donner à Lin Wan. Ming Leong est un peu confus car il a toujours été connu que Chen n'aimait pas le marketing, mais Chen dit qu'il a changé de stratégie cette fois-ci. Il a changé d'avis il y a exactement 10 minutes pendant la discussion avec Guangjin. Il a clairement indiqué qu'il ne voulait pas des designs de Phantom General. Guangjin s'est un peu emballé et a fini par faire un discours à Chen. Ce discours lui a fait réaliser que Tengda était une petite entreprise à l'époque. Ainsi, la stratégie sans marketing les présentait comme des victimes. Et les gens étaient naturellement attirés par les jeux. Mais maintenant, c'est une grande entreprise, alors s'il joue bien ses cartes, il peut faire en sorte que les gens détestent la société. Wan est choqué de voir la liste et n'aime pas la plupart des idées qu'elle contient, car pourquoi diable Qian voudrait-il embaucher un influenceur pour promouvoir le jeu alors que cela va à l'encontre des valeurs fondamentales de l'entreprise? Mais l'amour est aveugle, alors elle se convainc que son prince charmant a dû bien réfléchir à tout cela. Elle contacte le YouTuber Sugar Daddy, celui qui a rendu célèbre Lonely Desert Road. Non seulement elle lui demande de promouvoir le jeu, mais elle lui offre également un salaire mensuel de 10 000 yuans, ce qui fait tourner la tête du gros homme. Il est incroyablement heureux qu'une personne sans valeur comme lui puisse être récompensée de cette manière. Cependant, en écoutant les détails selon lesquels il allait collaborer avec d'autres influenceurs et qu'il allait suivre le script écrit par Qian, il refuse l'offre. Mais Wan continue d'augmenter son salaire. Et à 50 000 yuans, le Sugar Daddy se transforme en Super Saiyan et promet de suivre toutes les règles et réglementations de l'entreprise. Mais ce jeu provoque aussi une rage folle, tout comme Lonely Desert Road. Même, fille se cognant la tête sur le bureau, lorsque le salaire est transféré sur son compte et qu'il voit le nom de l'entreprise, il réalise que ce jeu est fait par le même crétin qui a créé Lonely Desert Road. Il pense que Tengda se venge de lui pour avoir critiqué le jeu. S'il était un créateur de contenu digne, il aurait refusé le poste, mais il est aussi fauché que les gens qui dorment dans la rue. Alors il choisit d'obéir à Tengda. Le lancement du jeu est demain. Alors Juan discute un peu de cela avec Sibo et Baoshu. Elle sait que ce sont eux qui ont optimisé Project Oil Rig et Phantom General, mais elle promet de ne rien dire à personne. Concernant Gaming Producer, beaucoup de gens le trouvent ennuyeux, alors elle est un peu nerveuse. Baoshu l'assure que c'est un bon jeu malgré tout. Cependant, ce jeu est en avance sur son temps, alors il pense qu'il pourrait être critiqué au début. Le trio recommence un cercle de masturbation collective pour Chen, montrer un culte de fans, de préférence des fans de K-pop, le louant pour toujours prendre des risques et ne jamais reculer devant ses convictions. Il lève les yeux au ciel et voit Taha-chan dans la lune comme s'il venait de décéder. La publicité du jeu impliquant des influenceurs s'avère être une véritable merde, mais personne n'a le courage de le dire devant Chan. Lui, cependant, est très satisfait car cela signifie que le jeu sera détesté. Juste à ce moment-là, Hailu entre dans la pièce, inquiète, signalant que tout le monde critique Tengda en ligne. Les gens expriment leur déception face à Sugar Daddy Chao qui est devenu un vendu. Tout le monde pense que l'influenceur est tenu sous la menace d'une arme dans sa vidéo pour livrer ce script minable. Qian pense qu'il a atteint son objectif maintenant car faire en sorte qu'un influenceur célèbre pour critiquer les jeux fasse l'éloge d'un jeu qui humilie les joueurs est voué à rencontrer des critiques. Alors que tout le monde déprime en voyant les gens parler en mal de leur chère entreprise, Lin Wan s'enfuit de là, affirmant qu'elle va arranger les choses. Le jour du lancement, le jeu fait un flop retentissant et reçoit des réactions négatives de tous.
Les gens affirment même que Tengda a perdu sa popularité d'antan à cause de la campagne marketing de ce nouveau jeu. Min Liang se transforme en chatte mouillée car le premier jeu dont il était responsable a été ruiné. Juste à ce moment-là, Sibo entre avec une journaliste d'une chaîne d'information disant qu'il l'a amené pour redorer leur réputation. Elle filme tous les employés mais les monte vicieusement pour faire croire que tout le monde chez Tengda est complètement déprimé. Monsieur Lee apparaît dans le bureau de la journaliste et la félicite pour son bon travail en leur nom. Après le départ de Monsieur Lee, Wan s'approche de la journaliste et la réprimande pour ce comportement. La journaliste tente de répliquer mais son patron l'arrête net. Quand Wan part, il lui dit que Li Wan est l'héritière du groupe Shenhua et que le capital Fuhui de Monsieur Lee ne fait pas le poids face à la puissance du groupe Shenhua. Elle va interviewer Qian le lendemain. Qian décide d'être un peu méchant exprès, mais la journaliste pense que le gars est transparent et honnête. Il mentionne que c'est Juan qui a organisé cette interview pour lui. Autrement, il n'aurait jamais accepté cela. La journaliste pense que les deux sont amoureux et qu'ils forment un couple parfait, fille riche et étoile montante de l'élite. Elle lui demande ensuite pourquoi il crée des jeux et il admet devant la caméra qu'il le fait pour perdre de l'argent. Pendant ce temps, la conscience de Sugar Daddy Chao ne le laisse pas dormir la nuit. Tout ce à quoi il pense, c'est à quel point il est devenu détesté parce qu'il voulait de l'argent. Il se lève au milieu de la nuit et lance le jeu pour voir s'il est vraiment nul ou non. Il est vendu au prix de 28 yuan, contrairement à Lonely Desert Road qui ne coûte qu'un yuan. Le jeu semble stupide au début, mais il est en fait décent quand on y joue. L'intrigue est très réaliste et Chao peut s'y identifier. Chaque moment du jeu lui rappelle les événements simples qu'il a vécus quand il était jeune, mince et plutôt beau. Les gens doutèrent de lui et trouvaient de son concept ennuyeux, mais au moins il était beau à l'époque. Maintenant, Chao n'a plus rien à part son physique obèse. Montrer un mème de gros ventre, à la fin du jeu, Chao pleure à chaudes larmes. Il rejoint officieusement le Qian Glazer Club en qualifiant sa vision du jeu de chef-d'œuvre. Le lendemain, l'interview est diffusée et ne contient que des retours positifs pour Pei Xian. Tous les employés racontent de comment ils se sont rencontrés et comment sa présence a changé leur vie. Chacun a des flashbacks émotionnels de son interaction préférée avec lui. Lin Wan en particulier se donne à fond dans son discours. Qian regarde son écran d'un air vide, car cette interview est l'opposé de ce qu'il représente réellement, mais il garde l'espoir de perdre de l'argent cette fois-ci. Meng Liang fait irruption dans la pièce à ce moment-là et l'informe que la critique de Game Producer par Swagger Daddy Chao est devenue virale. Dans la vidéo, Chao invente le mensonge selon lequel, le jour du poisson d'avril, lui et Tengda se sont associés pour mettre en œuvre un plan magistral. Ils ont créé une tendance stupide et loufoque exprès pour susciter des réactions chez les gens et voir si les imitateurs le copiaient toujours. Il admet que la raison pour laquelle il peut en parler avec tant de confiance est la présence du chef-d'œuvre qu'est Game Producer. Le gameplay, l'intrigue, les dialogues et tout le reste valent la peine d'y dépenser de l'argent. Tandis qu'il continue de parler, Qian s'enfonce dans son siège. Qiao se met à pleurer en direct, ce qui choque tous les spectateurs. Il ne peut s'empêcher de s'identifier au jeu et d'éprouver de l'empathie pour le personnage principal. Il prononce un discours passionné sur la façon dont Tengda a créé ce jeu pour donner à chacun un aperçu de la versatilité de la société. Qian éteint son ordinateur portable avec désespoir et sort de sa pièce pour découvrir une scène encore plus agaçante. Tout le monde au bureau célèbre la viralité inattendue de l'émission. Il baisse la tête et rentre chez lui. En chemin, Monsieur Lee de Fuhui l'appelle et le dénigre. Il fait aussi enfin une révélation faciale qui est aussi décevante que nous l'avions imaginé. Insérer un extrait d'éclat de rire. Il ressemble à n'importe quel autre oncle d'anime. Monsieur Lee raccroche précipitamment après avoir déclaré qu'il se vengerait de lui. Chen ne sait pas ce que l'homme a dit, mais il semblait qu'il n'aimait pas Teng, ce qui signifie qu'il n'a pas à se battre seul contre Tengda. Juste à ce moment-là, Richest apparaît et annonce qu'il va être envoyé en mission. L'écran sous ses pieds affiche une augmentation de 10% sur le montant de conversion original. Il n'a aucune idée de ce qui se passe et il ne veut pas le savoir non plus.